Et bonjour, voilà, on y est, tout fonctionne. Ah non, si. Donc bonjour Isabelle Bautian. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Écoute, ma foi, ça va bien. Je viens juste de déposer mon gamin à l'école en lui disant vite, 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 vite. J'ai un live. Et donc, du coup, il arrive plutôt à l'école. Donc, c'est. Ah bon, alors attends, par contre, j'avertis parce que voilà, j'avais mis la caméra donc pour Isabelle, je vais devoir la couper parce Ah, j'ai des qu'effectivement, sautes de son, je crois. ça, voilà, je vais devoir couper ma caméra parce qu'elle mange toute la bande passante, donc Ça va ça, voilà. vachement mieux, là, le son. Voilà, désolé, pardon, c'est mon C'est pas ordinateur, grave. il n'est pas équipé pour faire plusieurs choses à la fois. Windows vous ment, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, je reçois Isabelle Botian qui a eu l'extrême amabilité de dire oui à mon invitation et qui est donc, alors je dis autrice, maintenant tu me dis si c'est un mot que tu n'aimes pas, mais moi je l'aime bien, Ah donc non, moi, carrément, ça autrice, te j'aime bien va, ça. Marque le autrice, féminin à l'oral autant qu'elle écrit, donc comme mais ça, c'est bien. également scénariste de bande dessinée. C'est ça. Voilà. Euh, euh, Biographe aussi. J'ai pas entendu, pardon, j'ai eu une petite saute de Biographe. son. Biographe Oui, aussi. oh, bah, moi je mets tout ça dans autrice. Non, je me considère pas vraiment comme biographe. J'ai fait des biographies. Après, les vrais biographes, c'est pas le même travail de recherche, je pense. Moi, je profite du travail de vrais biographes pour faire de la vulgarisation et de la fictionnalisation, même si j'essaie de fictionnalisation, ça existe. Ça devrait exister. On va dire que ça existe On va faire pour comme si de toute parler façon parce de que c'est grandes. bien, on prend. Ben voilà, ouais, donc si ça n'existe pas, ça manque. Donc voilà, j'ai décidé, ça existe. Oui, donc j'essaie d'être historiquement carré quand je fais ça. Vraiment, j'aime pas trop, enfin, faire mes muses avec l'histoire ou alors de manière très ostensible pour des raisons narratives. Mais voilà, quand c'est vendu comme une bio, j'aime bien que ce soit exact. Mais oui, moi, je fais plus un travail de narration et de synthèse, voilà. J'ai fait quelques biographies, ouais, en bande dessinée. Oui, donc tout ça, voilà. Bon, en tout cas, tu fais plein de choses différentes. C'est ça qu'il faut Tout retenir, à fait. je crois. Voilà, tu fais plein de choses différentes. Et j'imagine que tu fais plein de choses différentes parce que ça, c'est quelque chose qui te fait envie. Je suppose, hein. Oui, oui. Alors, en fait, c'est particulier parce qu'à la base, je voulais être romancière. Et donc, je suis romancière maintenant, mais à la base, je ne l'étais pas. D'accord. J'ai d'abord été éditée en bande dessinée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est comme j'ai commencé à alors gagner ma vie, c'est un bien grand mot, mais survivre, disons, de la bande dessinée. J'ai poursuivi là-dedans. J'en ai fait pendant 10 ans. Pendant 10 ans, enfin peut-être, ouais, peut-être pas 10 ans, mais pas loin. J'ai pas du tout fait de roman, pas du tout. Et j'y suis revenue après, mais via des contacts que je m'étais fait dans la bande dessinée. Donc, D'accord. je voulais faire les deux, hein, mais j'étais quand même plus lancée sur le roman. Et le destin en a décidé autrement. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Et alors, du coup, maintenant, parce qu'il y a énormément de publications hein, sous ton nom, mais combien de romans alors? Bonne question, je sais pas, 5. Je ne sais. Attends, faut que j'aille sur Ah Internet. ouais. Une, deux, une, deux, trois, quatre. Attends, non, mais ils sont derrière moi, je suis bête. Attends. Une, deux, trois, quatre. Quatre, bah non, quatre. Bah oui, c'est parce que j'en ai un qui va sortir. Maintenant, je vais pas pouvoir trop parler. Et un autre qui est en cours. Mais non, il y en a que quatre. Ah, non, cinq, c'est bon, il y en a que je l'ai pas. Cinq, bientôt six. 5, bientôt 6. Ah, voilà. C'est quand même très très bien. Et il y a plein, 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 plein de BD. Il y en a vraiment Ouais, je les plein. compte pas, celle-là. Une sur laquelle j'ai même été coloriste. Le hasard fait extrêmement bien les choses. Mais oui, c'est vrai. Et oui, personne l'a vu, mais moi j'ai vu la tête surprise qu'elle a faite. C'était très rigolo. Non, mais j'ai reconnecté les points. Mais oui, mais tout à fait. Mais oui, mais tout à fait. C'était la cuisine de l'histoire sur les chevaliers.
Voilà, ce qui était une commande à la base. C'est pour ça que je m'en suis pas rappelé immédiatement, parce que c'était un choix de l'éditeur à la base, je ne te connaissais pas encore. Non, pas du tout. Mais c'était une commande très, très chouette à faire. C'était Alors que voilà, bon, moi vraiment je très suis intéressant. coloriste depuis un paquet d'années déjà, et effectivement, je n'avais absolument pas commencé à écrire à ce moment-là, et on s'est croisés sans se croiser, puisque moi j'ai travaillé avec la Mm. dessinatrice et pas du tout en contact avec toi, ce Oui, qui oui, est oui. souvent le cas. D'habitude, ouais. Je Non, suis vas-y, je jamais t'écoute, en pardon. contact avec les auteurs quand je suis coloriste. Je suis en contact avec la dessinatrice et jamais avec la. Ouais, ouais, ouais. Alors après, alors c'est un peu particulier parce que alors, moi, pour moi, celui-là, c'était vraiment une commande. Je veux dire, c'était un bouquin dont je suis très contente et qui était très chouette, mais c'était vraiment une demande de l'éditeur et c'est l'éditeur qui a tout géré. Donc là, et encore, là, j'avais eu c'est moi qui avais suggéré cette dessinatrice, mais c'était même pas le cas pour toute cette série. Bon, fallait qu'on s'entende évidemment, mais voilà, il suggérait aussi beaucoup du côté de l'éditeur. Et en fait, après, sur d'autres bouquins, pourtant, j'essaie vraiment. C'est pas pareil, quoi. Enfin, déjà, j'aime bien. Enfin, j'essaie d'avoir un coloriste souvent dès le stade du dossier, avant d'aller voir les éditeurs, mais c'est pas toujours possible. Et voilà. Mais j'essaie d'arriver. Alors, j'interviens très très peu sur la colo, par simple conscience de mon manque de capacité technique, on va dire. Mais j'arrive en général, j'ai souvent des indications scénaristiques, voilà, et puis sur lesquelles on peut discuter au début et tout. Et après, je laisse beaucoup le ou la coloriste travailler avec le ou la dessinatrice. Mais ouais, là, sur des commandes, c'est un peu différent parce que c'est vrai qu'on est tous un peu recrutés chacun de notre côté. Et il y a un aspect un peu plus technicien, on va dire, même sur des chouettes livres, hein, au final, mais disons que c'est souvent un peu moins artistique dans le process, dirons-nous. Oui, c'est vrai. Et alors, du coup, avant d'en arriver à l'écriture de romans, parce qu'on va en parler, hein, évidemment, mais comment s'écrit une BD? Parce que ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Alors, ça s'écrit un peu, bon, sachant que moi je suis autodidacte, hein, mais ça s'écrit un peu comme un scénario, de cinéma ou comme une pièce de théâtre, hein. Sauf que, enfin, c'est vraiment des indications de mise en scène et des dialogues. Après, il y a des spécificités à l'un ou enfin, à chacun de ces médias. Après, tous les scénaristes ne travaillaient pas de la même façon. J'ai vu qu'il y en avait certains qui décrivaient vraiment presque comme dans un roman, alors avec moins de style évidemment, mais qui faisaient vraiment des descriptions et le dessinateur derrière se débrouillait. J'en ai vu d'autres qui faisaient des découpages, donc ce qu'on appelle découpage, c'est case 1, espace ci, case 2, espace ça, ultra, ultra précis. Il y en a même, alors souvent, qui ont une formation de graphiste ou de dessinateur à la base, qui font une partie du storyboard. Donc là, pareil, il faut trouver un dessinateur que ça ne frustre pas, parce que c'est Oui. pas évident. Moi, et je pense que la majorité quand même est un peu entre les deux, sachant que je m'adapte aussi la personne avec qui je travaille, le dessinateur. En général, je dis ce qui se passe à chaque case, dans chaque planche, chaque case. Mais après, je laisse pas mal le dessinateur faire ses contre-propositions. Et en fait, le truc, c'est que je dis toujours, moi, je donne ses propositions, je te laisse faire, on se met d'accord sur le storyboard, parce que le dessinateur envoie un storyboard après pour qu'on se mette bien d'accord sur les détails de mise en scène. Et je dis toujours, de toute façon, si tu m'as pas suivi ce que j'ai dit, je vérifierai que si je trouve que c'est pourri. En fait, si je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne pas, je vérifie pour voir si c'était mon idée de merde ou son idée de merde. mais, mais sinon, je laisse le dessinateur assez libre. Alors après, bon, l'idée c'est de respecter un peu le rythme que j'avais en tête et tout ça, mais sans ça, je suis vraiment pas enfin, sur le dos du dessinateur. Moi, je suis pas du tout graphiste, je suis pas du tout dessinatrice, donc j'ai tendance à dire que un peu, enfin, chacun son métier aussi, même si c'est un art collaboratif, hein, bien sûr, on discute de nos parties respectives. Et il y a même des dessinateurs, voilà, c'était des gens qui avaient quand même beaucoup d'expérience, où je disais juste, voilà ce qui se passe à chaque page, sans faire de découpage à la case. Et il y en a même où je découpais par scène. Ça a été très très rare et je l'ai fait avec Agnès Maupré notamment, parce que voilà, c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'être sa propre scénariste. C'est quelqu'un qui avait énormément d'expérience, Oui. des très très grosses qualités techniques et ouais, voilà. Et voilà. Donc avec elle, j'ai fait ça. Je faisais des dialogues scène par scène. Alors après, la manière dont je rédige suggère quand même forcément un peu, voilà, sur quelle page vont se terminer telle ou telle scène.
Mais là, oui, je l'avais quasiment fait comme une pièce de théâtre. Bon, je mettais pas acte 1, scène 1, évidemment, hein, mais voilà, il y avait différentes parties, différentes scènes, et elle se débrouillait avec ça, elle me montrait le storyboard, on se mettait d'accord pour d'éventuels ajustements, il y en a eu assez peu. Et donc voilà, c'est assez libre, hein, en fait. Mais Oui, le après. classique, c'est case 1, il se passe ça, case 2, il se passe ça, et après, on affine sur le storyboard. Oui, oui, parce qu'après, je sais que. Enfin, ça me paraît assez naturel que le dessinateur travaille main dans la main, en fait, à ce Mm, stade pour le découpage avec l'auteur, dans la mesure où ben, c'est lui qui va dessiner, c'est lui qui a les codes mm, de tout ça, de la mise en page, et puis de sa façon de le faire aussi. Quand je travaillais, moi, donc avec Clin d'œil à Nancy Pena, avec qui je travaille régulièrement, et, et qui m'avait raconté comment s'était passé le découpage sur Médée, qui a été écrit donc par Blandine. Bien sûr, j'ai un trou, excusez-moi. Et je l'ai pas, moi, je peux pas t'aider, je l'ai pas lu. Le Calais, voilà, Je vois le Blandine Le bouquin, Calais. mais. Blandine Mm, Le Calais, donc, et elle m'expliquait qu'elles avaient vraiment travaillé ensemble pour savoir comment découper, quoi mettre où, etc. mm, mm. Parce que ben, c'est quand même un travail qui est super important. On peut pas mettre n'importe quoi dans les cases n'importe comment, et puis comment on met les cases dans la page, etc. Combien, enfin bref, c'est tout un travail de mise en page, et qui est super Mm. important, autant pour l'auteur que le dessinateur. Donc il y a une vraie étape de collaboration à ce moment-là, en fait. Oui, 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 c'est l'essentiel de la. Enfin, oui, c'est le plus gros du travail de collaboration. Après, ça peut se faire de manière un peu différente selon les binômes. Il y a des gens qui se font carrément des séances de brainstorming ensemble en direct. Moi, je fais pas comme ça. Je donne des indications, la personne fait le storyboard et on discute vraiment sur le board. Mais oui, oui, non, c'est évident que c'est là. Puis c'est là que c'est intéressant parce que moi, en tant que scénariste, j'ai des idées de mise en scène. Moi, j'ai une certaine expérience dans la BD, donc je vois aussi au niveau du découpage ce qu'on peut faire, mais j'ai pas forcément en tête toutes les possibilités d'un point de vue purement graphique. Il y a des choses qui me viennent pas forcément. Et donc, faut être capable de lâcher un peu du lest, Ouais. d'être force de proposition, mais aussi voilà, c'est une collaboration, c'est pas notre technicien, le dessinateur. On est vraiment tous les deux auteurs. Et en plus, et on va pas se mentir, c'est le dessin qui va faire acheter la bande dessinée. On dit souvent, c'est le dessin qui fait acheter, c'est le scénario qui fait continuer la série. Mais c'est Oui, bah oui, c'est pas l'acte faux. d'achat, comme on dit, c'est le dessin. Donc voilà, il faut avoir un petit peu d'humilité en tant qu'auteur aussi en BD de ce point de vue-là. Mais oui, et puis c'est vraiment fun. Moi, enfin, je donne souvent l'exemple d'une série qui avait été éditée, c'était un peu le premier bouquin, et qui a été réédité là très récemment, qui s'appelle Horizon, qui avait un autre nom dans sa première version, et qu'on a un peu remanié pour la réédition. Mais enfin, le fait est que c'était ma première collaboration avec une dessinatrice qui s'appelle Anne-Catherine Hott. Et on s'est trouvé mais vraiment très 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 complémentaires. On a fait une autre série derrière et là on est encore sur un autre bouquin. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'aime toujours. Enfin, je fais en général des récits qui sont assez sérieux, mais j'ai toujours des points d'humour dedans, d'un humour assez réaliste. Enfin, ça me vient assez naturellement et je trouve que ça facilite l'immersion parce que c'est pas parce qu'une une situation est dramatique qu'en fait l'ambiance autour, dans la vraie vie, l'ambiance colle pas forcément à ce qui se passe dans la vie dans la tête des protagonistes. Donc il y a souvent de ces petits décalages qui sont sympas à mettre. Et j'avais des petites pointes d'humour qui étaient vraiment très légères. Et elle, au dessin, elle a sublimé ça, elle en a rajouté d'autres. Et c'est vraiment, pour moi, c'est sa vraiment grande qualité de réussir à mettre ces petites pointes d'humour dans le drame que j'adore, moi, ces petits décalages, de le faire de manière jamais lourde, de manière très naturelle. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert quand j'ai commencé à bosser avec elle. Et c'était une de mes premières BD, et c'était sa première BD. Ah Donc, oui. c'est des choses qui sont vraiment très chouettes quand elles surviennent, quoi. Mm. Puis des fois, le dessinateur, il vous dit, voilà, tu vois, ta super idée,
En fait, c'est juste pas possible. Ouais, alors ça c'est frustrant, mais oui, ça arrive, hélas. Ça c'est difficile. Et je veux rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'humilité. Je pense qu'il en faut aussi, de toute façon, quand on est romancier, parce que le travail, là, c'est une collaboration avec le dessinateur, mais sur un roman, ça va être une collaboration avec l'éditeur. Et lui, il va venir avec sa vision du livre, qu'il n'est pas là pour transformer, hein, ça je continue à insister là-dessus, mais il va vouloir en faire ressortir le meilleur et il va arriver avec des propositions de correction. Et il faut être un minimum ouvert à ce que va proposer l'éditeur. Donc ça aussi, il faut une forme Oui, d'humilité. alors après c'est un peu différent parce que enfin, en fait en BD le truc c'est qu'on va comme c'est vraiment un art collaboratif, il y a des moments où on va se trouver un peu dépossédé de forcément même si alors on essaie de choisir des gens qui sont sur la même longueur d'onde que nous artistiquement c'est très très important de pas aller juste avec quelqu'un juste parce qu'on s'entend bien avec. C'est pas pour ça qu'on a la même vision. Moi, il y a des dessinateurs avec qui j'ai essayé de bosser plusieurs fois. Au bout d'un moment, on a dit non mais juste on arrête. On s'est pas fâché ni rien, hein, mais juste on n'arrivait pas à bosser ensemble. Le processus créatif s'accordait absolument pas. C'était super frustrant pour nous deux. On se mettait, enfin moi il y a des propositions qui me faisaient, mais c'était limite agressif pour moi au stade où j'en étais dans ma réflexion. Et j'imagine que de son côté c'était la même chose. Et on a absolument, il y a eu aucun problème. On a juste dit, bah voilà, on s'entend bien. J'aime ce que tu fais, t'aimes ce que je fais, mais on va continuer à s'aimer de loin parce que ça va juste pas être possible. Et, et donc ça, c'est un truc super important en bande dessinée. Mais même quand on a fait ça, il y a des moments où on va se trouver. C'est l'autre auteur. Hein, on est deux auteurs sur la BD et on va forcément se trouver un petit peu dépossédé de ce qu'on avait en tête. C'est dans ce sens-là que je parlais d'humilité. Oui. Et puis et aussi accepter qu'en BD, on va pas se mentir, le lecteur de BD, la plupart des lecteurs de BD s'intéressent quand même essentiellement au dessin. Ça se retrouve aussi beaucoup dans les festivals. C'est vraiment pas nous la star. Hein. Enfin, si tant est qu'il y ait des stars en bande dessinée. Donc c'est vrai qu'il y a un côté, voilà, c'est clairement le dessinateur et c'est normal parce que c'est un art graphique. Mais des fois, ça prend des proportions un peu, voilà, ce qui te font dire ah ouais quand même, parce que c'était mon idée le truc à la base. Je peux avoir petite reconnaissance quand même. Bon. Mais en roman, c'est différent. En roman, on est tout seul. Et alors, certes, oui, là, c'est une autre forme d'humilité. C'est plus l'humilité de, ouais, enfin, ne pas être un. C'est pas être un gros con, hein, quand même, et se rendre compte, s'il vous plaît, ne soyez qu'on est pas perfectible. Voilà. Voilà, après, je veux dire, c'est pareil. L'éditeur, on choisit aussi on est censé prendre l'éditeur qui aura, et l'éditeur est censé aussi faire ce travail de prendre enfin, il faut qu'on ait quand même un peu la même vision du livre. Oui. Après, la vision de l'éditeur, c'est un peu différent parce que déjà, on peut toujours dire non. Enfin, avec une bonne maison d'édition, on peut toujours dire non. Et ça va être plus, voilà, des points techniques. C'est notre premier relecteur, enfin, sauf si on a eu des bêta lecteurs avant, mais c'est notre premier relecteur professionnel. Il va avoir peut-être des fois une vision un peu plus du public aussi visé, même si moi ça s'est jamais trop posé ça comme question. Mais ouais, oui, là c'est plus c'est plus des suggestions. Est-ce que ça s'est fait exprès? Est-ce que cette lourdeur-là est fait exprès? Est-ce que cette répétition, t'es sûr, c'est pas un peu too much? Là sur un bouquin, j'avais rajouté un petit effet comique sur un truc et l'éditrice me dit oh là ça m'a semblé un peu lourdingue. Parce que bon, pour elle, c'était clair avec ce qu'il y avait avant. Et sur le moment, je suis là, ouais, bon, je sais pas, écoute, je réfléchis. Et en fait, à la relecture, mais complètement. Et voilà, c'est après, voilà, c'est précieux aussi comme avis. Parce que moi, j'ai beau me targuer d'avoir beaucoup de recul sur mon travail et d'avoir la chance d'être capable de me faire ma première relecture un peu comme une bêta lectrice. On est quand même le nez dans le guidon et c'est super important de prendre de ne pas penser forcément avoir la science infuse et puis pas de prendre personnellement aussi. Parce que des fois, ça arrive que les sujets soient agaçants quand la personne est passée à côté. Mais si la personne, parce qu'il faut une suggestion, tu es là, mais attends, non, mais ça se voit que c'est fait exprès quand même. Et puis, alors des fois, c'est effectivement que l'éditeur n'était pas réveillé et n'a pas vu le truc, mais des fois, c'est, si c'est évident que pour toi, c'est peut-être que ça l'est pas tant que ça. Donc, juste, voilà, là, c'est. Pas évident, hein. C'est un métier quand même. Enfin, c'est l'édition professionnelle dont on parle, donc forcément, il va y avoir des interventions. Et après, moi, ça m'est quasiment jamais arrivé qu'un éditeur veuille me faire changer des trucs super importants pour moi. Hein.
Encore Je serais heureux, même pas capable de donner un encore exemple. heureux, parce que Voilà. effectivement, enfin normalement c'est pas son job quoi, ou alors c'est pour dire oulala ça fonctionne vraiment pas, il y a un souci dans le texte, mais Voilà, voilà, bon, c'est ça. enfin voilà. Et justement par rapport à ça, et comme on en parlait hier avec Nadia Coste, est-ce que tu travailles avec des bêta lecteurs? Alors, peu bêta, pas toujours. De plus en plus. En fait, j'ai deux, trois personnes que je sais de confiance et qui me feront des très bons retours. Les bêta lecteurs, faut bien les choisir, hein. Oui. C'est pas, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'en avoir des tonnes, mais c'est un truc très important, c'est parce que tout le monde va avoir un avis. Et la plupart de gens, déjà, il faut que ce soit des gens qui soient capables de faire la différence entre ce qu'ils auraient voulu lire et la qualité intrinsèque du livre. Parce qu'il y a des gens, ouais, t'aurais pu faire ça. Bah oui, mais j'ai pas fait ça. Je suis Oui, navrée, voilà, mais oui. voilà. Et en fait, donc, Merci Captain faut que Obvious. ce soit quelqu'un qui soit. C'est ça, oui, voilà, j'aurais pu faire des tas de trucs en fait. Ouais. Juste, bah, c'est pas. Je suis désolée, toi t'attendais celui-là, bah, bon, voilà. Non, ça va être des gens qui sont déjà votre public de base, parce que typiquement, bah voilà, si vous écrivez de la fantasy épique avec des dragons, et que vous faites lire à quelqu'un bah, qui est un gros lecteur et qui est votre super pote, mais qui n'aime pas particulièrement la fantasy avec les dragons, il y a quand même de bonnes chances que ça ne serve pas à grand chose, parce que à moins que vous essayiez absolument de plaire à tout le monde, et vous n'y arriverez pas, c'est quand même bien d'avoir des gens bah, qui sont déjà un minimum clients de ce type de récit, et donc qui auront ce recul-là. Après, les meilleures critiques, moi je dis toujours, c'est la personne qui veut dire ah, j'aime pas ce style de bouquin, mais celui-là, le tien, je l'ai adoré. Effectivement, certes, mais bon, j'adore ce compliment-là. Mais quand on choisit un bêta lecteur, je pense qu'il faut être un peu plus prudent que ça. Après, ce que j'ai déjà fait aussi sur un livre, j'avais fait un peu la démarche inverse, c'était très particulier, c'était au moment où j'essayais de bosser mon efficacité d'écriture. Et j'étais allée chercher des gens qui n'étaient pas mes bêta lecteurs habituels, mais j'avais des gens qui aiment beaucoup tout ce qui est page turner ultra efficace. Et l'idée, c'était, ça va pas forcément être votre style de narration, parce que moi, c'est pas ce que j'écris. Par contre, j'ai essayé de faire un truc nettement plus efficace que d'habitude. Ce que je voudrais, c'est que vous pointiez tous les moments où je commence à vous larguer, en fait. Ok. Vous commencez à vous dire, non, non, la digression, c'est trop. Là, je me fais chier. Là, voilà. Et je leur dis, mais soyez franco. Je vous demande pas un avis sur mon bouquin. De toute façon, vous n'êtes pas, a priori, pas spécialement mon public. Mais dites-moi où je vous largue. Et ça a été vraiment précieux parce qu'il y a des endroits, donc les gens l'ont fait, j'avais deux, trois personnes, et il y a des endroits où, bon, bah, j'ai dit, bah non, je laisse parce que bah, là, c'est totalement justifié, et voilà. Et il y a d'autres où je me suis dit, ah oui, tiens, effectivement, là, j'aurais carrément pu être plus efficace. Et c'était intéressant. Mais là, c'était vraiment très particulier. En général, je prends pas des bêta lecteurs pour. Enfin, je prends des bêta lecteurs qui sont plus clients du bouquin à la base. Oui, de toute façon, on est d'accord là-dessus, hein. Un ou des bêta-lecteurs, ça se choisit en fonction de ce qu'on écrit, de ce que le bêta-lecteur aime lire, et puis surtout, ben, c'est bien quand c'est quelqu'un qui nous connaît bien, qui connaît bien nos livres, notre façon d'écrire, parce que du coup, il ira pas relever des trucs euh, qui sont du tout venant, quoi. Il va, comme il connaît, il va de suite pouvoir dire des choses plus techniques, des choses qui sont plus, effectivement, Mm. il va être plus précis, il va être plus pointu. Oui, oui, non, tout à fait, ouais. Et je Complètement, comprends, après, complètement. c'est intéressant aussi, quand même, parfois, d'avoir un bêta lecteur qui sera pas du tout dans ce profil, parce que ben, tu vas vouloir tester quelque chose sur un nouveau lectorat pour d'autres raisons, quoi. C'est ça, là. Et puis là, je voulais voir, je bossais un point technique et je voulais voir à quel point je l'avais bien bossé et à quel point je pouvais encore affiner. Mais oui, oui, non, c'est certain. Et après, des fois, c'est sympa aussi d'avoir des bêta lecteurs qui sont. Je l'ai fait pour mon premier bouquin Young Adult où je voulais juste des ados. Ouais, Et c'était juste, tu me dis si tu as kiffé ou pas, tu me dis pourquoi. Voilà, mais cherche pas à analyser. Enfin, tu peux analyser si tu veux, mais moi, je voudrais vraiment ton ressenti de lecteur. Ça, c'est arrivé ouais. aussi que je fasse ça. Mais après, bon, oui, c'est encore c'est encore une démarche différente. Mais c'est vrai que c'est aussi intéressant d'avoir le ressenti du lecteur lambda, si j'ose dire, sur un livre, quoi.
pour sortir justement de cette vision un peu pro, un peu technique, parce que finalement on n'écrit pas pour les pros et les techniciens. Donc. Et non, on écrit pour les lecteurs. On écrit pour les lecteurs hein, Et oui, qui n'ont pas forcément lu plein de bouquins sur la narration et qui vont juste dire ouais j'ai kiffé ou bah non je me suis emmerdée. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est très drôle parce que justement, bah, moi je sais que quand je veux donner l'avis sur un bouquin que j'ai lu, je vais être beaucoup comme ça dans l'affect, à dire ah ouais, j'ai trop adoré ça et tout. Et quand il faut vraiment expliquer pourquoi, je suis un petit peu embêtée. Je fais ouais, mais non, mais c'est trop bien, je te dis. Voilà. Mais après, des fois, il n'y a pas forcément besoin d'ultra analyser. Des fois, si la personne te dit juste à tel moment, ouais, top, oh, bof, tu vois, juste des trucs comme ça. Après c'est toi le professionnel derrière, donc tu t'as que des éléments de ressenti, mais les éléments de ressenti sont placés à des endroits précis. Et c'est à toi de te dire, ah bah tiens, pourquoi Ouais. pourquoi ça a fait cet effet-là, et c'est à toi de faire l'analyse derrière. C'est aussi ça qui est intéressant. Mais donc oui, tout ça pour dire que oui, je prends des bêta-lecteurs. C'est pas systématique, mais j'en prends en général, oui. En tout cas pour les romans, pour les BD, non. Et alors, du coup, quel était le premier roman? Quel était ton premier roman? Le premier roman, j'ai publié le premier roman écrit, et publié, c'était Anastérie aux éditions ActuSF, qui est d'abord sorti en auto-édition au label Bad Wolf. C'est un Oui. label qu'avait monté Audrey Alouette, qui est une super romancière et scénariste de BD et qui est aussi éditrice. Et elle avait monté ça avec moi et avec Christophe Arleston. On avait tous les trois écrit un roman de fantasy. Et l'idée, c'était de faire de la fantasy un peu littéraire, qui pouvait être très légère. Hein. Christophe avait fait Arleston avait fait de la light fantasy. D'ailleurs, Audrey, c'était de la light fantasy aussi, un peu différente. Moi, c'était plus sérieux. Mais des trucs un peu littéraires et avec un bon fond. En fait, elle voulait faire ça en label d'auto-édition. Et finalement, ça a été racheté par les éditions ActuSF. Mais Tout à fait. Anastérie, c'était assez particulier parce que c'est un bouquin que j'avais écrit 10 ans avant. J'avais une vingtaine d'années, plus de 10 ans avant. J'avais une vingtaine d'années quand je l'ai écrit et en fait, je l'ai réécrit derrière. D'accord, c'est le Et premier tome des Rhéteurs, hein. C'est ça, c'est la série des c'est le premier. Rhéteurs, Alors, c'est le je premier. dis pas que c'est pas vraiment une série, c'est C'est un plusieurs bouquins dans monde, le même univers, mais c'est des voilà. livres indépendants, voilà. Ouais. Et c'était le premier que j'écrivais dans ce monde-là. Ça s'est plutôt bien passé. Donc j'ai été nommée à un prix aux Imaginales, donc Félicitations. j'étais contente. Bah oui, non, Oui, c'est. ça se fait, non, ça Et se fait quand même. je l'ai pas eu, mais en même temps, je savais que je l'aurais pas parce que dans cette catégorie-là, je n'étais même pas en rêve, je l'ai sur ce bouquin-là. Mais j'ai eu des beaux retours, des retours très intéressants, et c'était assez inespéré Bah, je crois pour qu'on un peut quand premier même bouquin. ressentir une certaine fierté à être nommé pour un prix, même si on le gagne Ah pas oui, quand oui, non, même. complètement, Je crois qu'on peut complètement. en être fier. Non, non, mais Je... je précise que je l'ai pas eu parce qu'après, Ah ouais, c'est comme si ça. les gens comprennent mal, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Donc non, je préfère être précise. Mais non, Voilà, les Imaginales, de nommé. toute façon, j'ai été nommée plusieurs fois sur des bouquins et je ne l'ai jamais eu. C'est pour ça que je dis je suis le Mince. Leonardo DiCaprio des Imaginales. Ah là 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 là. Mais sait-on jamais, hein. Écoute, Oh bah oui, écoute, mais non, mais alors après, je vais être un peu cynique. Je pense qu'en termes d'exposition, enfin et de vente associée, vaut peut-être mieux être nommé plein de fois qu'avoir un prix. ah peut-être, je me rends pas compte Parce que, du tout. parce Mais que, c'est vrai parce que je que me dis que notre nom apparaît plus souvent, donc c'est pas faux. Non, mais c'est complètement vrai en fait. Plus t'es nommé et plus ça fait ta pub, quoi. Après, tu gagnes ou tu gagnes pas. Après, je bah ne après sais quand pas. tu gagnes, bon, tu peux avoir des opportunités derrière que t'as pas quand t'es juste nommé, Je pense mais il ouais, va donc falloir je qu'un me plains jour pas. j'ai quelqu'un qui a gagné un prix et qui vienne me dire quel est l'intérêt à gagner un prix, à part juste que, bah, enfin, je pense que ça fait super plaisir à l'ego, que franchement on doit ressentir une très grande fierté et il y a de quoi, donc ça c'est sûr que c'est quelque chose, mais après derrière, est-ce qu'il y a véritablement une plus-value Alors je sais qu'il y a des stats, je les ai pas en tête, mais globalement, à part des énormes prix, sur les ventes de ce que j'ai lu, ça change pas grand-chose pour ne pas dire rien du tout. Ça mince. change des choses quand c'est associé à des événements ou des festivals, ça change énormément sur les ventes du dit événement. Voilà, je sais qu'il y a des stats, mais je veux pas balancer des chiffres. Mais non, à part sur des vraiment gros prix, ça change pas grand-chose. Par contre, j'ai l'impression que, enfin, voilà, pareil, là, c'est un ressenti, hein, c'est pas des chiffres, mais j'ai quand même l'impression que ça assoit un peu dans le milieu et que ça peut donner des opportunités professionnelles quand même. D'accord, Même si en termes de peut-être. vente sur le livre en question, ça change pas grand-chose. Euh, c'est, c'est, c'est-
Ouais, puis sur le long terme, c'est peut-être encore plus important. Donc, ouais, non. Mais Après de ce que j'ai c'est vu, quand ouais, même c'est un pas. message positif, hein, ça veut dire qu'il y a Ouais, quand c'est même, ça. il y a quand même quelque chose de très positif à être nommé. Et même, Ouais, ouais, non, non, voilà, mais quand on gagne complètement. pas, quoi. Nommer, ça, Bah, voilà. il y a des gens, fut un temps, et qui savaient qui j'étais. J'étais extrêmement surprise qu'ils sachent qui j'étais. Et très clairement, c'était parce que moi, j'étais vraiment une autrice pendant très longtemps, et encore un peu maintenant, même si ça va mieux, mais à succès d'estime et à vente qui suivait pas. Et donc, j'étais toujours assez surprise quand les gens savaient qui j'étais. Mais tu vois, le succès d'estime, ça fait que tu apparais dans la presse de manière assez positive. Et du Ouais. coup, bah, au bout d'un moment, les gens connaissent ton nom. Donc, les gens du métier notamment, C'est un et les travail de longue lecteurs. haleine, ça Donc, aussi, hein. ouais, c'est ça, ouais. C'est terrible. L'écriture, c'est vraiment un travail de longue haleine. Absolument, Oh enfin, oui. sur absolument tous les tableaux. Ouais, ouais, ouais. Que ce soit la production en elle-même, déjà, mais le fait d'être édité, le fait ensuite de continuer à l'être, de vraiment percer dans le milieu, tout ça, c'est long. Ah oui, Terriblement oui, long. non, et les gens se rendent pas vraiment compte. Il y avait tout un débat, notamment sur l'intérêt des critiques négatives pour un auteur. Ah. Donc, je vais pas forcément inventer. Alors, moi, pour le dire très vite, je pense une critique négative, dans l'écrasante majorité des cas, n'apporte absolument rien à l'auteur. Et non, ne fait pas progresser. Par contre, l'ensemble des critiques va pouvoir être. Moi, je lis les critiques, parce que dans l'ensemble, elles vont pouvoir être intéressantes, parce que s'il y a des trucs qui se dégagent, que ce soit des trucs positifs ou négatifs, ça peut vraiment mettre le doigt, nous, si on analyse derrière, sur des choses qu'on aurait pu faire mieux ou différemment, ou quoi. Comment ça se fait que ce truc-là a été ressenti de cette façon? J'aurais pas cru ça. Donc ça, c'est intéressant comme travail. Mais sinon, une critique négative, je trouve que ça apporte pas grand-chose. Je sais plus pourquoi je. Ah oui, c'est sur les durées. En fait, les gens ont du mal à se rendre compte aussi que quand les critiques elles tombent, en général, dans le meilleur des cas, le bouquin on a fini de l'écrire, ça fait 2 ans. Ouais. Donc, l'avis même pertinent, d'un lecteur sur un bouquin que j'ai écrit il y a 2 ans, en fait, je suis tellement passée à autre chose, et heureusement, j'ai progressé, j'ai sacrément progressé depuis. J'avoue que c'est quand même rare qu'une critique, encore une fois, je parle pas de l'ensemble, hein, qui peut être intéressant, mais c'est quand même rare qu'une critique mette le doigt sur un truc que moi j'avais pas vu, que mes bêta lecteurs n'avaient pas vu, Que que mon l'éditeur avait agent pas n'avait pas vu. vu, que mon éditeur avait pas vu, que le Ouais. correcteur avait pas vu, que les premiers journalistes n'avaient pas vu. Bon, je veux dire, statistiquement, c'est quand même assez rare que ça arrive, Oui, c'est surtout, assez rare. surtout sur Et ce puis, délai. je pense que les critiques, euh, elles sont pour les lecteurs, quoi. Voilà, Les ça m'est critiques, complètement, elles sont pour complètement. les lecteurs. Ça va permettre au lecteur de se dire, ah ben ce livre il est pour moi ou il est pas pour moi, il va me plaire, il va C'est pas me ça, c'est plaire. ça. Et puis c'est pas plus que ça. Après, je respecte complètement l'art de la critique. Enfin, les gens qui ont vraiment l'art de la critique, c'est-à-dire l'art de donner leur avis et en même temps de dégager des qualités du livre qui vont te faire dire que l'avis soit positif ou négatif, en lisant la critique, que tu vas être capable de dire, ah ça va pouvoir me plaire, ou ça c'est pas pour moi. Ça c'est vraiment un art, et ceux qui arrivent à le faire bien, c'est vraiment top, et c'est du super boulot. Oui, mais c'est pas pour Mais nous, c'est pas pour les auteurs. c'est pas pour nous, et puis surtout que bon, énormément de critiques, surtout maintenant avec l'avènement des blogs et des booktubers et tout, qui fait qu'il y a beaucoup plus de critiques. Ce qui est intéressant, enfin, les gens vont aller voir telle critique, aller lire ou écouter ces avis, parce qu'ils savent qu'ils ont les mêmes goûts, ou enfin voilà, ou qu'émotionnellement ou intellectuellement ça matche bien. Et donc ils y vont pour des conseils de lecture, en fait. Oui, Ils y vont pas pour une analyse technique. Et ils se disent, ah bah tiens, cette personne elle m'a déjà conseillé des trucs cool, bah donc j'y vais. Et c'est fait dans cet esprit-là, et c'est très bien. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu de mauvaise foi les gens qui vont dire, en fait, c'est parce que le débat à la base, c'était est-ce qu'on vous taxe sur les critiques négatives. Et je trouve ah, alors moi, dans les faits, je veux dire, je vais pas m'effondrer si vous mettez, si vous me taguez sur une critique négative, mais je trouve ça juste super incorrect. Tu vas pas un tag, tu vas pas déranger les gens. Tu vois, moi, je vais pas, quand je passe devant chez la boulangère, je vais pas lui faire, ah là là, voilà ce que j'ai pensé de votre. Enfin, je sais pas, ça vient dans. Tu vois, tu croises pas les gens dans la rue, pour leur dire, oh, j'aime pas votre cravate. non, Oh, non, on vous fait savez pas pas ça. vous saper. Donc, je suis d'accord que c'est un peu différent. Mais si tu le fais de manière positive, c'est pas tellement plus intéressant, mais ça va faire plaisir. Donc, vas-y. Mais en soi, je trouve que ça se fait pas. Tu vois,
les avis non sollicités d'une manière générale, je trouve ça un peu chaud. Moi, ça m'a déjà fait un peu bizarre qu'on me taxe sur des critiques même positives, parce que des fois, en plus, c'était ah bah oui, j'ai passé un bon moment. Alors bon, je suis contente, ok, bon, je veux dire, ça fait toujours plaisir, mais c'est quand même assez neutre déjà comme avis. Et en fait, le truc, c'est que les gens se rendent pas compte, en fait, avant même d'écrire le livre, on sait déjà qu'il y a des gens qui vont adorer, des gens qui vont détester, et que la plupart, ce sera entre les deux. Donc, à moins qu'il y ait un truc super pertinent qui arrive, c'est pas forcément utile. Après, moi, enfin, de nous. Si nous, on fait la démarche, moi, je la fais, hein, je vais les voir, les critiques. Mais je trouve ça toujours un peu bizarre. Moi, j'ai écrit des critiques avant d'écrire des livres, et ça me serait jamais venu à l'idée. Alors, c'était avant que les réseaux sociaux soient aussi présents, mais ça me serait jamais venu à l'idée d'aller taguer l'auteur, même quand je disais un truc positif, à moins vraiment que le bouquin ait eu un impact énorme sur moi. Bah, je sais pas, Mais après, c'est peut-être donc, une du coup, je sais question de pas, je suis vieille démarche. peut-être. Non, 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 je pense que c'est une question peut-être d'approche parce que je sais que moi, ça m'arrive de taguer des auteurs sur, par exemple, Mmh. Twitter ou Insta quand je vais dire «Ah, j'ai lu ça, c'était trop bien» et tout. C'est pas tellement pour que la personne le voie, c'est pour que les gens puissent découvrir le compte. Oui, En c'est vrai. fait, c'est pas C'est vrai tellement qu'il y a pour ça taguer aussi, ouais. l'auteur parce que moi, 9 fois sur 10, je me dis cette personne, elle n'ira pas voir mon tweet ou mon machin, hein, elle en a rien à foutre. Hein. Non, non, c'est pour que les gens aillent voir le compte de la personne en fait. Oui, 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 C'est pas effectivement, du vu tout comme ça, c'est intéressant, t'as raison, ouais. pour dire à l'auteur yo, je suis là, j'existe et je t'adore quoi. Ouais. Non. Après, c'est arrivé que la personne me réponde en me disant merci, c'est sympa et ça m'a fait plaisir, mais Oui, c'était c'est pas le pas le but but, ouais. quoi. C'est vraiment le but, c'est l'échange et la découverte, Le ouais, ouais, but, voilà, complètement, c'était ouais. de dire, au fait, cette personne, elle a un compte, là, allez voir, parce que, franchement, moi, j'adore ce que il ou elle fait, et allez-y, c'est cool. Donc après, je pense Mmh. il y a aussi parfois, tout simplement, ce réflexe-là de dire, voilà, le lien vers le compte Mmh, mmh. de Oui, la oui, non, t'as personne. raison. Après, je sais pas, voilà, il faut pas du tout faire une généralité. Hein. Moi, c'est ma façon de le faire, mais je me dis qu'il y a statistiquement, fatalement, des gens qui font la même chose que moi. Oui, oui, non, non, mais je pense. Après, encore une fois, quand c'est positif, de toute façon, ça fait plaisir. Donc, Oui, voilà. Après, voilà, c'est vrai que taguer c'est sur un c'est truc tout. négatif, c'est chaud. Euh, Moi, je sais que j'évite, quand j'ai pas aimé quelque chose, j'évite d'en parler. Sauf quand c'est vraiment un truc qui date de Mathusalem, qu'on Oui, oui, n'en oui, parle après, plus bon, depuis voilà, il y a... tellement longtemps que tout le monde s'en fout complètement. Ou alors, c'est un truc qui a de toute façon tellement de succès que Bah, ça, là, ça devient intéressant. ça En fait, la n'impactera critique rien. négative va être vraiment intéressante dans ce contexte-là. Donc, parce que voilà, ce truc qui a eu du succès, voilà, voilà moi ce qui m'a dérangé dedans, voilà les raisons pour lesquelles vous pouvez peut-être ne pas aimer. Et parce qu'il y a toujours quand un truc a du succès, oh, t'as pas lu ça, il faut lire ça. Donc déjà, il y a absolument rien qu'il faut lire, à part les bouquins qu'on a envie ou besoin de lire. Oui, Euh, mais, tout euh, à fait. mais du coup, ça peut être intéressant. Là, c'est une voie alternative. C'est intéressant de développer ça. Mais il y a tout un débat de toute façon hein, autour de... Alors, je ne sais pas si ce débat existe en France, mais il existe dans la sphère anglophone, de savoir si les auteurs doivent ou ne doivent pas lire leurs critiques. Après, c'est difficile parce que bah, quand on est auto-édité, on a besoin d'aller lire les critiques Mm. parce qu'on c'est du matériel pour faire notre publicité. Donc, on est quand même obligé de faire un petit peu de veille là-dessus. Laura dit oui, et aussi sur Instagram, c'est pas mal d'être tagué pour pouvoir repartager sur nos réseaux. Oui, oui, Ah oui. oui. Je suis une buse sur Instagram, hein, moi, donc Non, mais ça, j'ai un compte, mais je crois que je sais pas encore m'en servir, donc. Voilà, et j'ai eu aussi, il y a eu ce débat il y a quelques temps sur les réseaux, je crois que c'était sur Twitter, où les blogueurs disaient nous, on voudrait que les auteurs dont on fait des critiques nous remercient. Alors, il y a cet étrange débat, il y a Ouais. cet étrange débat, c'est-à-dire que où doit-on se situer, que doit-on vraiment faire c'est pas du tout évident en fait. Hein. J'aimerais que C'est un c'est pas peu. facile. Hein. Après, j'entends la demande, mais enfin, j'ai envie de. Comment dire? Je peux que j'arrive sans être vache. Alors déjà, moi, si vous vous attendez un remerciement, vous l'aurez pas tout simplement parce qu'il y a des bonnes chances que je l'ai pas vu parce que j'ai pas de notification. Faut savoir que tout le monde règle pas ses paramètres de notification. Moi, alors je la verrai peut-être, mais quand moi j'irai la voir, parce que moi je cherche pour le coup les critiques, je vais les voir. Et après, j'ai encore.
je sais pas comment dire de manière sympa, mais alors oui, certes, sur le principe, oui, ça se fait de dire merci quand on a un truc qui nous a fait plaisir, mais en même temps, on n'a rien demandé, en Oui, fait. oui, et tout à fait. Tout C'est à alors fait. globalement, si notre éditeur a demandé à plein de gens de faire des critiques, mais ils n'ont pas demandé vraiment. C'est si vous voulez, voilà. Puis en gros, pardon, mais c'est voilà un bouquin gratuit. Si vous voulez en échange faire une critique, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Bon, il y a quand même le problème, c'est qu'il y a un mélange des genres. Il y a un côté affectif et communauté, surtout dans les milieux fantasy, SF et tout ça, où il y a vraiment un fandom qui est les barrières entre lecteurs et auteurs sont moindres que dans d'autres genres littéraires. Mais en même temps, il y a quand même une espèce de vague transaction un peu pro, puis c'est avec l'éditeur, c'est pas avec l'auteur. Moi, des fois, bon. Donc oui, je comprends l'idée, mais c'est un peu bizarre de demander comme ça, en fait, je trouve. Oui, C'est, après, bon, enfin, c'est pas quelque chose qui a duré énormément, mais j'avais vu passer ça et j'avais vraiment tiqué là-dessus parce que je m'étais dit, oui, mais voilà, effectivement, quand t'as rien demandé ou que tu connais pas le blogueur ou quoi, après, quand c'est quelque chose que t'as puis demandé, attends, bien t'imagines pour un sûr, auteur à succès, bah oui, quand t'as demandé, c'est la moindre des courtoisies. Mais après, t'imagines pour un auteur, un gros auteur à succès? il a pas que ça à Je veux dire, faire, il hein. va pas passer toute sa matinée à dire Non. merci, des merci Mais machinaux à tous les après, gens peut-être que c'est qui plus l'ont, dans le ouais. contexte où il y a des gens qui demandent, peut-être que c'est dans ce contexte-là, mais après, j'ai envie de dire aussi, on a chacun choisi d'être à la place à laquelle on est. Mais Euh, c'est ça aussi, je veux dire, voilà, j'y pensais aussi. Moi, quand je faisais de la critique comme ça, on va pas se mentir, c'était mon loisir, hein. Je le faisais pas pour oui, faire plaisir à l'auteur, je le faisais parce que moi je kiffais. Après, si je pouvais faire plaisir à l'auteur ou à l'éditeur, tant mieux. Mais c'est voilà, enfin, c'est particulier. C'est encore une fois, c'est un mélange des genres, c'est un mélange entre loisir et pro, semi-pro. Mais après, je trouve ça bien qu'il y ait des débats autour de ça, parce que de toute façon, le statut du blogueur est pas très clair hein, ouais. dans le milieu éditorial. Il y a des gens qui parlaient de rémunérer. Mais le problème, c'est parce que les journalistes sont rémunérés, mais les journalistes ne sont pas rémunérés par les éditeurs, ils sont rémunérés par le groupe de presse. Ouais. Et si les éditeurs allaient rémunérer les critiques, c'est de la sponsor, c'est plus de la critique. Oui, c'est Il y ça, a tout un c'est la débat autour de ça. Et en même difficulté. temps, les éditeurs profitent de cette main-d'œuvre gratuite, ça c'est certain. Tout C'est des à gens qui ne fait. demandent qu'à bosser gratuitement pour parler des bouquins. Donc il y a C'est plein de ouais, débats c'est compliqué. intéressants, Ouais, où je suis ouais, pas sûre d'avoir un c'est avis. oui parce qu'effectivement non, non, c'est absolument pas simple. Moi, je sais que par exemple en tant qu'auto-édité, euh, c'est un c'est un service qu'on se rend mutuellement. Moi, j'ai monté une petite équipe de gens qui acceptent de me rendre service en faisant, en relayant mes publications et en postant leur avis sur les réseaux, tout ça, en échange du livre que je Ouais. leur donne. Je fais ça avec une très petite communauté et pour le reste, bah après c'est des gens, c'est des lecteurs qui lisent et puis Ben voilà, ouais. qui voilà quoi, enfin comme c'est censé fonctionner de toute façon de base quoi. Mm. Après, ben, je fais le travail que fait un éditeur au final. C'est-à-dire que lui, il fait cette démarche aussi de dire, ben voilà, au fait, Mais c'est yeah, ça, on a t'es un livre qui auto-édité, t'es sort. éditrice. On a un livre Voilà, qui ouais. sort, voilà, hop, on va contacter des blogueurs, on va leur proposer de lire le livre, et puis on leur dire, bah si tu l'aimes, t'en parles. Voilà, Mm. merci, bisous. Et, et voilà. Mais tout ça, c'est effectivement. Ça fait partie de toute la mécanique du livre qui Mm. est drôlement complexe, qui a beaucoup de rouages. Et c'est vrai que parfois l'auteur se sent tout petit dans dans cette Oui, oui, grande et puis des fois, on se machine. retrouve au bout d'un débat où je veux dire, en fait, l'éditeur fait sa sauce, et après, c'est à nous qu'on va demander des comptes. Et si tu veux, des fois sur des Ouais, trucs c'est auxquels on vrai. n'était même pas au courant. Parfois c'est Donc après, lunaire, c'est ouais. pas inintéressant hein, d'être mis au courant de ces choses-là, mais c'est vrai. Mais c'est pas très clair. Encore une fois, le manque de clarté autour du statut du blogueur dans la chaîne, des blogueurs littéraires dans la chaîne du livre ouvre des débats. Hein, ça, il y a pas photo. Hein. Oui, et c'est intéressant quand on en parle, quoi. Après, Mm. c'est comme tout, voilà. Mais comme tu disais, toi, tu le faisais parce que c'était un loisir. Et où se situent ceux qui veulent devenir professionnels c'est... Ouais, 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 c'est ouais, ouais, ça. ouais. Il y a toute une frange un peu semi-pro qui est
où on peut parler un peu ouais, d'exploitation un peu aussi, oui. Oui, mais comme j'ai Je l'impression, sais pas. enfin, comme j'ai le sentiment quand même que l'auteur est exploité clairement aussi dans ce milieu-là. Hein, on est Ah oui, 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 ouh oui, là oui, là, il ouh là là, y tout aurait de un quoi débat parler du quoi. statut de l'auteur. Tout un débat dans la Ah mesure ouais. où, et ça va m'amener à ma question suivante d'ailleurs, en combien de temps tu écris un livre? Parce que quand on sait le temps que ça prend, parce qu'il peut y avoir des gens qui sont très très rapides à écrire, hein, il y a parfois des gens qui écrivent un livre en une semaine, d'autres qui prennent 10 ans. Donc voilà, quand on met 10 ans à écrire un truc, on a quand même envie derrière d'être payé correctement et considéré un minimum, quoi. Certes, c'est tout le débat autour enfin, le truc, c'est qu'on n'est pas payé pour notre travail d'écriture. Mais non, On nous achète on est payé pour l'exploitation de nos droits d'auteur. tout Donc à c'est fait. un peu particulier. Et moi, je fais partie de ceux qui estiment que devrait y avoir un volet qui tient compte du temps de travail. Après, le problème, c'est que le temps de travail effectif est très très difficile à chiffrer. Oui, Moi, je suis quelqu'un qui écrit très vite. Même en roman et même sur les romans que j'écris qui sont pour le coup vraiment pas du vite écrit vite lu voilà donc c'est sans aucun jugement hein, des très très bons romans vite écrit vite lu hein, c'est l'art de l'efficience c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout et qui est un vrai grand talent et qui à mon avis demande du travail en amont. Le truc c'est que moi mettons que je mette peut-être 6 mois à écrire enfin entre je vais mettre entre 4 mois et 1 an et demi à écrire un roman, déjà pour te donner un chiffre très précis. d'accord. Mais mettons que j'ai mis 4 mois à écrire un roman, ce qui est quand même assez rare vu la taille qu'ils font. Mais c'est pas mon temps de travail, ça. Il y a le temps de recherche avant, qui est Oui, plus ou moins important selon le livre, et il y a tout le temps d'imagination. Moi, en fait, mon processus d'écriture, je prends très peu de notes et je fais en général pas de plan. Et quand j'en fais un, j'ai tendance à le foutre en l'air en cours de route. Et le truc, par contre, c'est que j'ai pu vivre avec ces histoires et réfléchir à ces histoires et à ces personnages, à ces scènes pendant des semaines, des mois, voire des années oui, avant. oui. C'est des trucs que j'ai énormément mûri pour pouvoir justement me permettre, sans prendre de notes ni rien, hein, j'ai vécu avec et j'ai réfléchi à ces choses et j'ai imaginé, voilà, pendant un temps de dingo, pour pouvoir me permettre d'avoir cette spontanéité dans l'écriture. C'est de là qu'elle vient. Comment tu veux chiffrer ça? Et je t'avoue que si on chiffre sur le temps de travail pur, moi, d'un point de vue purement égoïste, ça va pas m'arranger. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui bosse très vite. Moi, j'estime que la capacité à bosser de manière aussi vite et efficace, ça devrait être rémunéré aussi. Et je me dis, si je C'est suis moins aussi bien pour payée que ça. quelqu'un qui en chie des rangs de chapeau pour arriver à faire le même truc, ça va me contrarier aussi. Et tu vois, C'est légitime, c'est c'est- totalement légitime comme remarque. Hein. C'est aussi pour ça que dans certains circuits, notamment l'impression, on paye un surplus quand on veut que quelque chose soit fait vite. Bah oui, oui, oui. Non, mais c'est un sujet vraiment, vraiment très compliqué. Je sais que la Ligue des auteurs travaille là-dessus et a fait des propositions qui sont assez intéressantes, qui font des bons compromis entre les spécificités de la création et le fait de rémunérer quand même le travail Mhm. de l'auteur, parce qu'on est dans une relation de travail. Mais c'est un sujet c'est un sujet qui est vraiment, vraiment très compliqué. Ce que je comprends pas, parce que alors c'est peut-être quelque chose que tu connais, mais moi pour être au contact d'intermittents du spectacle, on aurait beaucoup à gagner de ce statut-là, parce que les intermittents du spectacle, eux, sont rémunérés sur les répétitions, par exemple. Bah oui, mais oui, ils sont rémunérés sur les. Après, le fait est que le statut des intermittents, ils ont un certain nombre d'heures à cotiser Oui. pour être considérés comme intermittents. Comment tu Ah oui, non, mais détermines le ça, nombre d'heures? voilà, oui, oui, C'est- bien sûr. Non, mais Donc, c'est un mais sur le système qui principe, oui, correspond oui, pas oui. vraiment, mais je pense qu'il y aurait quelque chose d'assez intéressant à réfléchir sur Oui, oui, non, l'intermittence, quoi. pour moi, il y a très clairement à chercher des proximités avec ce type de statut, ouais. Voilà. Après, il y a aussi des choses un petit peu enfin,
y a le statut, il y a des avantages au statut d'auteur, des avantages disons plus intellectuels, mais le fait qu'on soit considéré comme auteur et qu'on soit pas considéré comme un travailleur et tout, ça nous donne aussi beaucoup plus de liberté sur notre travail. Moi, je sais que sur certaines commandes, j'aurais bien aimé être payé en pige, par exemple. C'est beaucoup plus intéressant pour moi. Mais dans ce cas-là, je renonce à mes droits d'auteur. Parce que je ne suis plus auteur, je suis pigiste. Enfin, c'est un peu compliqué parce que t'es pigiste, t'es toujours, il y a toute partie des droits qu'on peut pas te retirer du fait que t'es l'auteur de la pige. Mais j'ai pas du tout le même droit de regard enfin, c'est pas. Et sur certains, et j'ai pas de là, si je suis pigiste, a priori, j'ai pas de pourcentage sur les ventes, par exemple. Alors honnêtement, sur certains trucs que j'ai fait quand j'ai vraiment travaillé sur des commandes, ça m'aurait pas dérangé, parce qu'en plus les pourcentages sur les ventes étaient ridicules parce que c'était en général sur des franchises et donc il y avait déjà à payer les auteurs de la franchise de base, les créateurs qui étaient vachement mieux payés que moi et c'était normal. Et donc plutôt qu'avoir ce pourcentage ridicule, j'aurais préféré qu'on me dise non mais t'es pigiste, on va te payer une bonne grosse pige et puis après on fait ce qu'on veut et voilà, et les ventes et voilà, parce que je me considérais plus comme technicienne que comme autrice honnêtement sur ce type de projet. C'est le cas quand on est coloriste. C'est le cas quand on est coloriste, on est payé à la mission et c'est comme une pige, hein, c'est pareil. Et puis après, de toute façon, on n'a pas grand-chose à dire sur ce qui est fait, très peu. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et je sais que sur certains contrats, l'autrice avait beaucoup insisté pour que j'ai 1% de droits d'auteur. C'est ça. 1%. Ouais, non mais j'avais. Alors moi, c'est ce que je faisais au début parce que je trouvais ça dégueulasse que les coloristes ne soient pas considérés comme auteurs. Alors après, c'est particulier parce que souvent les dossiers sont faits, enfin tout le processus de création avant signature est fait par le dessinateur et le scénariste. Et c'est souvent que le coloriste arrive après. Et c'est vrai que le coloriste a rarement participé à tout ce processus-là. Mais le fait est que même sans ça, j'estime que le coloriste devrait être considéré comme auteur-autrice. Et du coup, j'avais tendance à me battre pour que les coloristes aient des pourcentages. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que d'une part, c'était des pourcentages absolument ridicules qui ne me touchaient jamais. Mais en plus, c'était des pourcentages qui étaient pris sur le pourcentage de l'auteur, en sens large. Donc en fait, sur ma thune, en l'occurrence sur notre thune, ma thune est celle du dessinateur. C'était pas. Alors après, ça dépend. Il y a des auteurs qui prenaient, il y a des éditeurs, Bamboom l'a fait récemment et qui avaient pris des choses sur la part éditeur. Enfin, qui avait augmenté en gros le pourcentage des auteurs pour pouvoir. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'était ce genre de choses. Et le truc, c'est que, alors après, moi sur le principe, pourquoi pas, mais je veux dire, au final, ce que ça faisait, c'est que l'éditeur gagnait encore plus de l'argent qui aurait pu nous revenir. Tout ça pour m'être battu pour le principe, pour de l'argent que le coloriste toucherait jamais, parce qu'il y avait juste aucune chance, à moins qu'on fasse un giga best-seller qui touche plus de 10 balles là-dessus. Et du coup, j'avoue que j'en suis un peu revenue de ça. Donc je suis toujours à fond sur le principe, mais je trouve qu'il faut négocier un peu mieux les détails. Et donc j'ai tendance à voir avec, juste à demander au coloriste, demander au dessinateur, demander à l'éditeur, et je me dis, vous vous mettez d'accord, et voilà, Après, je pense que c'est important, c'est même très important de le souligner. Je dois à cette démarche d'avoir pu m'ouvrir des droits, justement, pour des associations, enfin des sociétés d'auteurs et tout ça, dans lesquelles sinon je n'aurais pas eu le droit de m'inscrire. Si je n'avais pas tu fais bien de me le dire parce qu'effectivement, j'avais pas pensé à cet élément. Si je ne l'avais pas eu, je n'aurais pas été considérée comme auteur et je n'avais pas eu le droit, n'aurais pas eu le droit de m'inscrire. Donc il faut quand même dire que tu l'as fait pas que pour la beauté du geste, parce que peut-être que tu as permis à des coloristes de s'ouvrir des droits. Et ben ça me fait bien plaisir, et du coup je me rappellerai pour les prochaines négociations. Voilà, et donc je tiens à le dire parce que ça peut être très important, que ce pourcentage symbolique m'a été fort utile, non pas financièrement, mais sur le plan social. Donc voilà, je tiens quand même à le dire. Je suis surprise que personne ne l'ait dit avant toi, dis donc. Eh bien, c'est pas la première fois que j'ai cette conversation. Écoute, voilà, peut-être que ça rendra service à quelqu'un, le cas échéant, je vous le dis. Ce petit pourcentage minime et ridicule peut permettre d'être considéré comme auteur en tant que coloriste et de s'ouvrir des droits ici et là, ou de s'inscrire dans des sociétés ou des associations comme celle de la Ligue, justement parce que grâce à ça, on est considéré comme un auteur professionnel, parce qu'on a un pourcentage de droits d'auteur. Donc, merci pour à tous les dans auteurs les syndicats d'auteurs et défendre les droits des coloristes qui en ont grand besoin. Voilà, c'était l'instant...
C'était l'instant social, tout ça, C'était l'instant machin. syndiqué. Voilà, wouh, lutte, tout ça. Pardon, donc pour en revenir un petit peu donc, au sujet, donc je trouve que c'est quand même un temps très honnête, hein, 4 mois, 1 an pour écrire un roman. C'est... C'est l'écriture pure, hein. Oui, oui, Et oui, sachant que je suis à plein temps, hein. Enfin, je veux dire, je fais que ça, c'est mon seul métier, hein. oui. Ouais, ouais. Et, et, En général, c'est autour d'un an, hein. et c'est quand même, je trouve que c'est très honnête, c'est à la fois rapide et en même temps, quand même très conséquent. 1 an sur un Et quand ouvrage. c'est mon premier jet, ça, hein. Oui, bien sûr, C'est pas Non, sachant que non, mon premier jet, il est sacrément bordélique, hein, quand oui, même. oui, non, Donc non. voilà, Effectivement, tu j'ai fais bien de l'histoire le finie. préciser, mais moi, dans ma tête, j'avais totalement compris ça. Ça, c'est le premier jet. C'est jeter l'histoire afin qu'elle existe et qu'on puisse ensuite la travailler et la ranger. Et justement, dans tout ce processus-là, de l'écriture d'un roman, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi? Alors, le, comment dire, je vais te faire, ouais, ce que je déteste le plus, c'est les recherches. Ah, intéressant. Et il y a vraiment deux écoles, hein, là-dessus. J'ai vu, enfin, je suis sûre qu'en vrai, il y a plein de gens beaucoup plus modérés que ça, mais les gens avec qui j'en ai discuté, les collègues, c'est soit ils t'adorent, soit ils détestent. En vrai, j'adore lire des livres pour m'instruire, j'adore lire des essais, j'adore regarder des documentaires, j'adore ça, j'adore ça. Je déteste faire ça dans le cadre du boulot avec un délai. Je Ah déteste faire oui. ça en devant prendre des notes. Je déteste faire ça quand j'ai pas envie. En fait, moi, j'ai un vrai problème avec quand mon loisir devient mon boulot et qu'il y a les contraintes qui vont avec. J'ai un gros souci de concentration. Enfin, j'ai des problèmes de concentration d'une manière générale et j'ai un gros souci Et en fait, dans mon processus créatif, comme je te disais, moi, je vis très longtemps avec les histoires, les personnages, je peux mûrir ça super longtemps et avant d'écrire. Et les recherches, elles arrivent en général entre cette longue vie avec les personnages et tout, et le début de l'écriture. Et c'est super frustrant pour moi. J'ai envie d'écrire. Eh oui. J'ai vraiment, vraiment envie d'écrire. Et c'est juste, c'est pas le moment. Et c'en est douloureux, hein, pour moi, vraiment. D'accord. Pour peu que ce soit des recherches qui durent un peu longtemps. Sur les biographies, c'est super chaud, ça, pour moi. Et alors, l'autre étape pire que les recherches, c'est mettre les recherches au propre. Je ne sais pas, j'ai pas trouvé. C'est au point que je veux dire, c'est pas confortable physiquement de lire en prenant des notes en même temps. C'est chiant d'avoir. Moi, là, j'ai un truc, j'ai un livre de poche. J'ai en train de bosser sur une biographie, j'ai un livre de poche pour mes recherches. Le livre de poche, je le pose, il se ferme tout seul. J'ai besoin d'une main, mais puis je dois être con, hein, parce qu'il y a des gens qui arrivent très très bien à faire ça. Et c'est ultra frustrant pour moi. Je déteste cette partie-là. Après, les trucs qui sont. Alors, après, c'est chiant, y a plus un consensus là-dessus. Les dernières relectures, Les quand tu dernières dois relectures, c'est taper l'enfer. celles avec ouais, les derniers pinaillages, ou encore la toute dernière quand c'est vraiment, voilà, juste des petits fignolages. Bon, c'est juste que ton récit commence à te sortir par les yeux, mais ça va. Mais tous les trucs où tu vas, voilà, ouais, corriger des. Et puis là, la recherche des répétitions avec un logiciel, sachant qu'en plus, moi, j'ai une écriture qui joue beaucoup avec les répétitions. Donc, faut bien spotter celles qui sont faites exprès, pas Ouais. exprès. J'ouvre un logiciel exprès pour ça, Antidote pour Oui. ceux qui savent. Oui. Très Moi, bien ce j'arrive, logiciel. tout le texte, il est souligné en jaune. Alors, il est très bien, Quel mais enfer. l'interface n'est pas super riante et c'est comme beaucoup de logiciels pro. Et ah ouais, non, ça me rend dingue. Ça va pas. Je suis quelqu'un de très impatient et pas du tout, enfin, pinailleur si, mais pas du tout, pas très délicate, minutieuse et tout ça. Donc, tous ces trucs, ça me saoule. Par contre, j'adore la première relecture. Je Ah. sais qu'il y a des gens qui détestent, mais moi, j'adore parce qu'en fait, comme je disais, moi, mon premier jet est souvent très jeté. Je suis pas totalement jardinière comme on dit. Je sais d'où je pars, je sais où je vais, je connais mon propos. J'ai en général plusieurs jalons par lesquels j'essaie de passer, mais entre tout ça, j'improvise énormément. Et ça a l'avantage de la spontanéité et l'inconvénient du fait que le premier jet n'est pas toujours super nickel, même si ça s'arrange avec l'expérience. Et alors cette première relecture, en plus comme je disais, le fait d'être très relâché, sans plan, très en impro, ça fait que je redécouvre assez facilement mon texte derrière. Je suis pas déjà lassée et à tout connaître Ouais. par cœur, tous les détails. J'arrive vraiment sur cette première lecture à avoir un bon recul de lectrice et à voir ça, redécouvrir l'histoire et là la polisser pour que ce soit beau.
Ça, c'est vraiment pour moi, c'est la partie la plus jouissive, juste après la première qui consiste à juste réfléchir aux choses, comme je disais avant, à maturer comme ça. Mm. Ça, c'est vraiment, j'adore. Je sais qu'il y a des gens qui détestent cette étape, mais alors moi, c'est ma préférée quasiment. Moi, je comprends. Non, mais j'avoue, je comprends parce qu'il y a un côté euh, redécouverte du texte aussi, parce que souvent, bon, ben, on laisse un petit peu de temps entre le premier jet et puis la relecture, et Mm. hop, on redécouvre comme ça, et parfois ça redonne un peu des idées aussi, et puis parfois on est Complètement, ouais. agréablement surpris par ce qu'on a Oui, écrit oui, aussi, souvent, et ouais, des fois, t'es surpris, des fois, il y a des moments où moi je dis toujours, faut écrire même sans attendre la muse, parce que si t'attends la muse, c'est le meilleur moyen ouais, de de pas rien jamais faire. finir un bouquin. Donc ça veut pas dire qu'il faut se faire du mal, hein, je veux dire, quand ça veut pas, mais je veux dire, faut pas attendre la muse. Et des fois, t'écris un peu dans la douleur et tu te dis, mais attends, ça va être merdique et tout. Et très souvent, ça m'est arrivé d'avoir des très bonnes surprises, en fait, en lisant Ouais. ça. Parce que justement, le fait de sortir un peu de sa zone de confort, de se forcer un peu, t'as moins d'automatisme, t'as moins de tics. Enfin, je sais pas, j'ai souvent été très agréablement surprise. Et même quand c'était pas bon, il y a des choses super intéressantes qui sont ressorties. Donc, c'est Ouais, très agréable quand ça ouais, ouais. arrive. Et alors là, tu parlais de patience, et alors c'est quelque chose qu'on a évoqué hier, et on se disait avec Nadia que, ben, elle disait qu'il fallait beaucoup de patience Ouais. pour être dans ce milieu-là, et je lui expliquais que moi je n'en avais absolument pas. Je n'en ai aucune, c'est épouvantable. Et du coup, comment est-ce que tu gères ça? Parce que c'est terrible, il faut énormément de patience en fait dans ce métier-là. Pour, Non, moi, je suis pas patiente, mais je suis fataliste, en fait. C'est tout, je veux dire, la réponse, elle arrive pas, bah, elle arrive pas, hein, qu'est-ce que tu veux que je... je suis pas patiente, mais je suis fataliste. C'est ça la C'est-à-dire que, citation voilà, du jour. je, alors, je suis pas patiente, mais j'ai quand même un certain côté, je veux dire, à pas trop me prendre la tête pour les trucs qui sont pas de mon ressort. Je suis très impatiente pour les trucs qui sont de mon ressort. Quand je disais, j'ai hâte d'écrire, j'ai hâte d'avoir fini fini les recherches, j'ai hâte d'avoir fini avec la réécriture enfin, les recherches des répétitions avec Antidote, j'ai hâte. Ça, j'ai envie que ça déroule, mais c'est parce que c'est moi qui suis aux commandes. À partir du moment où je suis pas aux commandes, alors après, il y a des situations qui sont complètement déconnantes où tu attends des gens, ça confine au manque de respect. Donc là, Oui. ça peut monter, là, l'énervement. Mais voilà, mais c'est différent. Mais sinon, je sais que c'est ça, en fait. Donc, là, et puis enfin, ma perception du temps a peu. Enfin, là, j'ai un bouquin qui va sortir. Je me suis rendu compte que ça faisait 1 an et demi que je l'avais écrit. Moi, j'avais l'impression que ça avait été c'était beaucoup plus récent. Après, c'est un bouquin particulier, c'est un de mes premiers livres qui est assez court et qui, voilà. Et en fait, non, ça a quand même pris du temps. Et, euh, et je sais pas, en fait, c'était assez chelou parce que mon agente l'a proposé et on a eu plusieurs retours négatifs assez rapides. Enfin, c'est des retours négatifs que tu aimerais avoir plus souvent où les gens te disent c'est très bien et concluent par qu'ils peuvent pas parce que c'est pas pour eux, mais qui disent que c'est top. Donc c'est cool comme retour négatif. Donc déjà, je n'étais Mm. pas trop frustrée. Et après, il n'y a plus une nouvelle pendant des plombes. Et j'ai eu 4 éditeurs intéressés, mais en 1 mois et demi. Ah oui, Et donc, du coup, je pense que je l'ai pas ressenti aussi long que ça a été de ce fait-là, peut-être, tout d'accord. bêtement. Oui. Parce que j'ai des réponses assez rapides, même si elles étaient négatives. Et puis après, ouais, je sais pas. Mais ouais, non, mais comme je te disais, je suis. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, non mais c'est vrai. Non mais alors là, tu as Je suis bien raison. blasée. Non non mais alors là, en fait, tu as tellement raison que voilà, je pense que je vais me faire un t-shirt avec ça parce que honnêtement, je vais l'encadrer quelque part, je ne sais pas. C'est tellement vrai. Ça fait plusieurs fois que tu le dis, mais du coup donc tu as un agent, un ou une J'ai agente, une agente, ouais. une J'ai une agente, agente, ouais. et on peut dire quand même que c'est extrêmement rare dans le milieu littéraire français. Est-ce que Ça, tu peux c'est nous rare, ouais. parler un petit peu de cette expérience-là, d'avoir Alors, un bah déjà, agent? comment j'en ai eu une, j'ai eu du bol. C'était du réseautage, hein. C'était par Audrey Alouette qui, elle, avait, je sais plus elle comment elle a eu cette agente, mais elle m'a dit, bah, mon agente, elle, ça pourrait lui plaire. Ce que tu fais, est-ce que tu veux que je fasse ça? Mais t'es libre. Donc je dis oui. Et l'agente m'a rappelé et a dit que c'est Roxane Edward, Oui, qui est super, qui est chez Curtis Brown, qui est une agence britannique, mais qui a branche française, ouais. c'est une grosse agence, ouais, qui a une branche française. Et donc elle a adoré mes bouquins et elle m'a proposé. Je dis oui. Et elle me représente en roman et pas en bande dessinée.
D'accord. Et en fait, bah, alors pour moi, je pense pas que ce soit utile pour si vous, enfin, c'est pas obligé d'avoir un agent. Je veux dire, j'en avais parlé avec un collègue qui lui, enfin, je veux dire, il s'entend très bien avec son éditrice. Il peut lui parler de manière super franco. Il peut négocier, enfin, du coup, il négocie vraiment, voilà, franco. Et l'éditrice fait un énorme taf derrière. Donc, bon, et puis il est bien installé. Voilà, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est pas forcément utile. Moi, dans mon cas, à moi, où voilà, des succès d'estime sans arrêt, mais toujours à les renégocier, Ouais, changer ça d'éditeur. soulage tellement. Ouais. Et d'un point de vue purement pratique, en fait, le fait que ce soit, enfin, au-delà du fait que l'agent soulage de toute cette partie-là avec laquelle tout le monde n'est pas très à l'aise. Moi, c'était pas que j'étais pas à l'aise avec les négociations, c'est que ça me fatiguait énormément. Euh, et, euh, et que j'avais l'impression de maintenant on est beaucoup plus informé, mais à l'époque j'avais vraiment l'impression de manquer de billes aussi pour pas me faire avoir sur Ouais. certains aspects juridiques et tout ça. Indépendamment de ça, en fait, quand on soumet un manuscrit, ça arrive, pour peu que ce soit sur une grosse maison d'édition, ça arrive face à un comité de lecture. Le comité de lecture a des critères, c'est des grilles hein, pour savoir s'ils vont accepter tel ou tel bouquin. Donc il y a des bouquins de très bonne qualité qui peuvent passer parce qu'ils ne sont pas dans la grille. Même si vous avez de la chance et que quelqu'un arrive à vous faire sauter ce comité de lecture et donner directement à l'éditeur, les éditeurs ont tellement de bouquins à lire que voilà. Quand c'est votre agent qui propose le livre, bah déjà vous Ouais. avez convaincu l'agent. L'agent il est payé en pourcentage sur ce qu'il vend. Donc il va défendre des bouquins auxquels il croit. Oui. Et donc, c'est déjà un argument pour un éditeur. Tiens, cette personne qui est payée, si elle me vend ce bouquin, elle veut que j'édite ce bouquin précis, elle prend du temps dessus. Donc, Un il y a gage de déjà passé un qualité. critère de sélection, en fait. Oui. Et puis, l'agent va quand même faire un travail aussi, va donner un premier retour aussi sur votre texte. Moi, ça a été vraiment un soulagement monstrueux. Là, il y a des trucs dont je peux pas encore trop parler, mais des opportunités de carrière et des opportunités de bosser avec des éditeurs où j'aurais jamais pu, ou alors ça m'aurait pris 30 ans ou le hasard pour y arriver. Ça fait que les choses vont beaucoup plus vite. Ça, ça, ça soulage de toute une partie réseautage avec lesquels on n'est pas forcément à l'aise. Et oui, parce que c'est l'agent qui a Euh, des contacts en fait. Bah, l'agent a des contacts et l'agent a les connaissances juridiques. Donc partant de là, moi, c'est les deux trucs qui me manquaient. Ok, bah roule. Hein. Oui, bien sûr. Et Et alors, du coup, la façon dont ça se passe, c'est que, en fait, toi, du coup, quand tu écris un livre, tu ne l'envoies pas à un éditeur, tu l'envoies à ton agent. je l'envoie à l'agent, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et Et c'est c'est donc elle l'agent qui qui fait le va premier lire retour. et qui va proposer des corrections. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors moi, elle m'en a jamais proposé, mais elle peut le faire. Voilà, sachant que les manuscrits que j'envoie, je les ai pinaillés en général. Donc c'est bon, c'est rare qu'il y ait un gros. Et après, alors après, c'est pas à l'agent de faire le travail éditorial non plus. L'agent envoie à un éditeur en sachant qu'il peut y avoir du travail éditorial derrière. C'est pas, mais par contre, elle va pouvoir te faire un travail de bêta lecture très très pro, en gros. Ok. Elle prend pas la place de l'éditeur. Parce qu'il y a des éditeurs qui se braquent de ce point de vue-là, qui se disent, je veux travailler le livre, et tout ça, mais tu travailleras le livre, Jean-Claude, ne t'en fais pas. C'est pas, l'agent n'a pas fait ton travail. Et, et donc voilà, et éventuellement on discute un peu, on fait quelques allers-retours, on discute ensemble des éditeurs qui seraient les plus à même de défendre ce livre. Aussi en fonction de ce qu'on veut faire à point de vue carrière aussi, parce que là, ça s'est posé récemment sur un bouquin, sur un roman, donner la priorité à tel ou tel type Ouais. d'éditeur pour des raisons la plus de carrière, de virage qu'on peut vouloir faire. Et on discute de tout ça, et en fonction de ça, on fait un premier envoi. Si ça ne marche pas, elle en fera un deuxième à d'autres éditeurs et tout. Mais si jamais à un moment un éditeur est intéressé, potentiellement, elle relance les autres éditeurs en disant bon bah je vous préviens. Alors elle les a relancés avant si ça a pris du temps, hein, mais là elle relance les éditeurs en disant bon je vous préviens, tel éditeur est intéressé. Avec un peu de bol c'est un gros éditeur donc les autres ils disent oh là là faut que je lise ça plus vite. Si un éditeur fait une offre, elle recontacte les autres pour dire bon bah je vous préviens j'ai une offre, comme ça les autres peuvent essayer de s'ils sont intéressés par le livre de faire une offre financière donc pour le livre. Donc voilà c'est tout un travail que toi tu pourrais pas faire qui est fait de manière très saine vu que c'est fait par un agent.
que t'as pas ce côté, parce que pareil, des fois avec les éditeurs, il y a un petit mélange des genres, on se tutoie et tout, mais il faut qu'on discute après de l'argent qui va me permettre de manger et de payer ma maison. Donc c'est un peu, voilà, c'est pas toujours très évident. Là, c'est l'agent qui fait. Et donc l'éditeur, il peut pas savoir quand l'agent négocie un truc qui le gonfle, si c'est l'auteur qui a demandé ou si c'est l'agent. Donc du coup, il peut pas te le renvoyer dans la figure. Ouais. Mais non, enfin moi, pour moi, ça a été vraiment, vraiment tout bénef. Non, ça c'est vrai C'était, qu'en tant qu'auteur, c'est tellement difficile, c'est tellement de stress. Déjà de démarcher les éditeurs, c'est extrêmement stressant. Moi, chaque fois que j'appuie sur le bouton envoyer d'un mail, je me sens pas bien. Voilà, c'est pas un moment fifou. Et puis derrière, quand on doit gérer la signature d'un contrat, c'est très stressant aussi parce que on n'est pas sûr de tout comprendre, on ne sait pas forcément ce qu'il faut discuter quel point plus qu'un autre. Alors heureusement maintenant, hein, il y a pas mal de gens dont la Ligue, hein, des auteurs professionnels qui ont des avocats qui sont disponibles pour répondre à des questions, qui ont des tas de gens qui peuvent donner des conseils et tout, donc ça c'est vraiment super. Mais c'est quand même pas évident. C'est pas évident parce qu'on se retrouve, évident, nous, ouais. à devoir lire les contrats, potentiellement discuter pour dire, ah ben voilà, mais moi ça, bof bof, ce point-là, j'aimerais bien qu'on revoie. Ah, et pourquoi le pourcentage, il est pas à temps. Enfin bon, c'est pas du tout facile pour un auteur de discuter ces points-là. C'est pas notre C'est évident. métier. Donc c'est compliqué et puis parfois on se retrouve face à des gens malheureusement qui profitent de ça, qui Ah oui, non, profitent complètement. euh, de notre incompétence législative, juridique, tout ce que tu veux. Et c'est moche, voilà, ça je trouve que c'est moche. Heureusement, il y a Ah des ouais, gens non, mais qui le c'est, font enfin, je veux pas, dire, hein, rien que quand tu mais... vois la taille des contrats, Oh là là, sur les gros groupes, les trucs, si le truc fait 15 pages, t'as de la chance, quoi. ouais. Et moi, il y a des trucs, enfin, moi qui n'ai pas trop de problèmes pour négocier, il y a des trucs avec un éditeur. Là, c'est pas des trucs graves, mais des petits détails. Je pense que c'était mon 3e contrat avec un éditeur encore récemment. Et il y a un truc, je l'ai vu que cette année. Et Ouais. pourtant, j'avais déjà lu le truc, mais puis c'est sûr, c'est sur ton temps de travail. Quand Oui, t'es freelance, t'es payé quand tu bosses, t'es pas payé quand tu négocies les contrats. Donc, tout enfin, à fait. à un moment, le temps que ça prend, enfin, moi, je suis vraiment contente d'avoir quelqu'un qui fait ça pour moi. Et puis notamment, enfin après on va pas rentrer dans les détails, mais tous les trucs sur les cessions de droits, enfin tous les droits dérivés et tout Ouais, ça, oh là où tu te là. dis, bah de toute façon on s'en fout, je serai jamais adapté par Netflix. Ouais, non, Bah un ne jour faites t'es pas ça, les adapté, gens. Non, on s'en bah, fout pas. voilà, un jour t'es adapté par Netflix et puis ton éditeur s'en met plein les poches et toi tu gagnes bien ta vie parce que t'es adapté par Netflix, mais t'aurais pu gagner beaucoup plus que ça. Et c'est donc voilà, Ouais, ou alors tu gagnes pas donc BZF parce que tu t'es vraiment fait avoir, quoi. Donc, ouais, bon non, alors là ne c'est cédez oui, pas vos mais droits comme ça, les gens, arrêtez. Arrêtez de faire ouais, ça. ouais, non, non, c'est. Et faites pas d'autres choses. Il y a des clauses, on sait tous et toutes qu'elles sont illégales, Ouais. notamment le droit de préférence Oh, sur les livres de la même série, c'est normal, hein, mais le droit de hmm. préférence sur les différents livres de l'auteur, ou alors le paiement, des fois alors ça c'est pas illégal, mais c'est un truc qui est pas terrible, le paiement à parution. Moi, tu me payes pas à parution, tu me payes quand j'ai fini mon taf et que tu l'as validé. Moi, la parution, Oui. après, si elle est délayée de 2 ans, j'ai pas mon argent. Donc ça, je veux dire, c'est pas mon problème si vous savez pas vous organiser, quoi. Et Et l'horrible système des compensations aussi. les systèmes constats. Et le problème, c'est que beaucoup de gens se disent, bah, de toute façon, je sais que c'est illégal, je négocie pas cette clause. Donc typiquement le droit de préférence. Le problème, c'est qu'en droit, il y a un truc qui s'appelle l'usage fait le droit. Ouais. Et le truc, c'est que si au bout d'un moment tous les contrats mettent ça et que tous les auteurs acceptent de le signer, il est fort possible que cette clause ne soit un jour plus illégale, vu que ça sert à rien, tout le monde Tout la à signe. fait. Alors, Donc faut pas, voilà, faut pas être comme ça. question de Rebecca, pardon. Oui, effectivement, c'est très important d'expliquer qu'est-ce que c'est le droit de préférence. Le droit de préférence, c'est tu as signé un livre chez un éditeur, et donc dans le contrat, c'est marqué que tes prochains bouquins, tu dois d'abord les proposer à cet éditeur, et que si cet éditeur, alors en général il y a un délai hein, quand même, voilà, s'il répond pas, il y a un délai au bout duquel tu peux les proposer ailleurs, et s'il refuse, tu peux le proposer ailleurs. Donc quand tu fais une série de livres qui se passent dans le même univers, ça paraît normal. Tu vas pas faire le tome 1 chez un éditeur, ça cartonne, ah bah salut, je me barre. Je veux dire, bon, l'éditeur, il y a un peu de respect pour lui aussi, qui est sympa. Par contre, si tu fais, bah voilà, tu fais ton bouquin de fantasy chez l'éditeur A,
as ce droit de préférence. Ensuite, tu fais, je sais pas, un polar, une littérature de blanche, un essai scientifique, un porno, que sais-je. Et là, l'éditeur, il dit, tu dois me le proposer à moi d'abord. Bah non. Et s'il dit oui, tu vas chez lui, en Ouais, t'es fait. coincé. C'est lui qui a la préférence. Et donc, alors, et c'est illégal. Ouais, totalement. Mais voilà, donc si jamais il y en a un qui. Mais je veux dire, ils le savent que c'est illégal et ils le mettent quand même dans les Oui, contrats. Enfin, et le pire, tous et les éditeurs font pas honnêtement, ça, hein, évidemment. Hein. là j'ai râlé récemment parce que j'ai refusé de signer un contrat dans lequel cette clause était. Et j'ai dit, ben, c'est pas compliqué, je ne veux pas cette clause, soit vous l'enlevez, soit je ne signe pas le contrat. Ils ont refusé de l'enlever, j'ai refusé de signer le contrat. Ouais, ouais, non, mais C'est oui, pas ça arrive. compliqué, voilà. Alors là, Et, moi, je suis binaire là-dessus. C'est non, ce truc, je n'en veux pas. C'est de l'abus. C'est malhonnête. Et pour moi, c'était non. Et on m'a dit, ah bah dommage. Et j'ai dit, bah dommage. Voilà, ça a ouais, été. non, mais oui. Mais après, voilà, tu vois, nous, ça fait quand même un moment qu'on est là, et puis on a, voilà, et même si on est précaire, on a quand même un petit réseau, on a, voilà, et puis, mais je veux dire, quelqu'un qui débarque, il est déjà, en plus, on te fait tellement, enfin, il est déjà tellement content d'être édité, et on te fait tellement se miroiter ça comme un honneur, le fait d'être édité à compte d'éditeur, que beaucoup de gens sont prêts à signer n'importe quoi. Et même moi, franchement, qui je pense n'a pas été la pire de ce point de vue-là, il y a des trucs que j'ai signés en début de carrière, je les vois maintenant, je fais au secours, quoi. Ouais, pareil. C'est Mais parce et c'était que on pas, je veux savait dire, c'était pas pas. des clauses monstrueuses, mais c'était T'as oh beau bah je le fais un petit lire, effort, je suis content d'être édité, là, arrête. tu comprends pas toutes les nuances, tous les Ah détails. puis même attends, moi il y a des Il y trucs a que j'ai tellement de signés en choses. connaissance, enfin plus ou moins connaissance de cause, en sachant que c'était pas terrible, mais j'avais vraiment envie d'être édité, Ouais. j'avais vraiment besoin d'argent. Et là, ça a jamais été des trucs monstrueux, mais c'était des trucs qui auraient pas dû être dans le contrat, et qui auraient dû être négociés. Ouais, ouais, Et... ça c'est vrai. Et très honnêtement, ça fait partie de la difficulté. Et c'est pour ça que, autant c'est vrai que c'est un petit peu effrayant le système des agents, mais je trouve que là-dessus c'est quand même très bien. Et je regrette qu'il n'y ait pas plus d'agents en France. Ça se démocratise un peu plus, j'ai l'impression. Ou alors c'est peut-être juste que je J'espère. connais des gens qui en ont. Mais Bah, j'ai vu qu'il y avait ouais, pas non, mal d'agences c'est. hein, qui avaient ouvert ces dernières années, là, depuis Ouais, alors quoi, après, voilà, faut pas aller chez 2018. n'importe quel agent hein, non plus, hein, parce que Non. voilà, vous êtes quand même lié c'est un contrat de représentation, enfin c'est particulier, mais voilà, c'est tout le monde peut pas s'improviser agent. Des agents, j'ai un peu l'impression des fois c'est comme les coachs hein, sur tout et n'importe quoi. T'en as qui sont super, les coachs d'écriture hein, notamment. T'en as qui sont super, mais c'est voilà. Donc, faut aller avec un agent bah, qui apprécie votre travail, qui va le défendre aussi, parce que si vous êtes, après vous pouvez signer, mais c'est pas pour ça qu'il va vraiment vous défendre. Vous êtes dans cette agence et s'il fait pas le taf derrière, s'il va pas vraiment vendre vos bouquins, vaut mieux que vous fassiez vos négociations vous-même. Hein. Eh oui, oui, parce Parce que qu'hélas, il faut le techniquement, si vous êtes savoir, hein. avec un agent, vous n'avez pas le droit d'aller négocier vous-même. Hein. Oui. Et il faut Donc moi, savoir qu'il y la a des mienne, si je le agents fais, qui elle s'en font pas fout. le boulot. Il y a des agents qui font Oui, pas le voilà, boulot. c'est ça. Vous êtes un peu coincé. Vous pouvez être un peu coincé derrière parce que voilà, c'est vous. Enfin bon, bref. Donc Donc voilà, non, mais il y a voilà, on des agents choisit qui pas sont un bien agent comme réputés. on choisit une paire de pompes. Il faut quand même, sauf si vous êtes très tatillon sur vos paires de pompes. Mais voilà, il faut quand même, c'est pas quelque chose qu'on choisit sans faire très attention. Et il faut Voilà, qu'il y ait un très bon complètement. contact humain. On parlait de contact humain avec l'éditeur Oui, hier, oui, avec oui. Nadia Coste, et je pense que c'est encore plus vrai avec l'agent. Il faut qu'il y ait une vraie relation, il faut qu'il y ait une vraie confiance parce que Ah oui, oui, c'est oui. une relation professionnelle qui est censée durer, qui est vitale à la fois pour vous et pour l'agent. Euh, et voilà, voilà, ça se Il choisit faut être pas très n'importe clair comment. sur la relation aussi, parce que je sais que par exemple, il y a certains auteurs et certains agents qui vont, quand les nouvelles sont pas très bonnes sur un bouquin, vont un peu protéger les auteurs, vont pas trop leur dire les choses et tout ça. Enfin, moi, je déteste ça. Faut pas me faire ça. Je le prends Ouais. très mal et accessoirement, ça me stresse encore plus. Et après, il y a des auteurs qui vont peut-être être plus émotionnels que moi là-dessus. Enfin voilà, bon, qui vont vouloir qu'on leur dise rien tant que tout n'est pas voilà. Mais ça, c'est aussi des choses dont on parle avec l'agence. Ouais, tu me dis tout. Voilà, t'es pas, je suis pas une espèce de starlet d'Hollywood qu'il faut protéger et tout ça. Voilà, t'es mon juriste en gros, donc juste, tu vois, tu me dis les Oui, choses, quoi. C'est moi le client. Bah, mais ça dépend. Mais tu vois, mais c'est des choses qu'il faut mettre au point aussi clairement. Comment se passe la relation. Voilà, qu'est-ce que t'as. Après, il y a des auteurs aussi, indépendamment des raisons émotionnelles, qui ont juste pas envie d'être emmerdés avec les détails techniques et voilà,
Mais c'est le genre de choses qu'il faut mettre Oui, oui, je pense que ça c'est très au très clair. important d'avoir posé plein de choses avec l'agent. C'est vraiment quelqu'un qui est censé vraiment être en phase Mm. avec vous, quoi. Et ça, Ouais, ouais. c'est super important. Voilà. Mais je me dis, un jour peut-être, j'aurai un agent. Ce serait trop bien. Parce que c'est vrai que franchement, hein, se débarrasser de tout ça, là, c'est... Oui, mais Waouh. en plus, surtout si tu as été auto-édité et que tu t'es tapé en plus tout le travail éditeur, enfin Bah, tout le boulot d'éditeur. Et... ouais. alors là, attention, parce que sur le travail d'auto-édition, moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ah, ouais, moi, j'ai essayé ça. Et tu vois, justement, alors là, puisqu'on peut parler de différences techniques, il y a un truc qui est super quand tu es auto-édité, c'est que tu as le, le- euh, la main sur tout. Tu vois tout. Ah oui, oui, oui. Quand tu Ouais. fais des ventes, tu le sais, tu les vois en temps réel. Tu es au courant de tout ça. Quand tu es dans une maison d'édition, tu as un relevé de droit d'auteur une fois par an. Parfois, tu l'attends pendant des plombes. Et Ah bah moi, il y en a que j'attends toujours. Hein. voilà. Alors, et, ça fait 2 ans, j'attends toujours, donc bon, écoute. et je trouve que c'est frustrant, mais un truc de fou, parce que quand toi, tu as l'habitude d'avoir accès à toutes les données, et que d'un seul coup, tu es dans le noir complet, tu ne sais pas, ce que Oui, non, je suis c'est... bien d'accord, ça. c'est tellement Ah oui, non, agaçant. c'est... C'est Moi, frustrant, j'aimerais bien c'est... m'auto-éditer parce que j'aime bien avoir le contrôle sur les choses et je suis très bonne pour organiser les choses et tout ça. Mais ça m'épuise d'avance et pour le coup, au niveau commercial, je suis vraiment une brêle. Et j'ai déjà essayé, hein, mais faudrait que ce soit un projet vraiment particulier. Oh bah moi je C'est, vais te dire j'ai je commencé n'ai pas ça comme l'énergie. ça parce que tout simplement déjà j'avais pas des rêves de grandeur donc ça simplifiait les choses. Hmm. J'avais juste envie de sortir un truc sympa avec des gens sympas puisque voilà bon pour la couve j'ai travaillé avec Nancy Pénin Hmm. qui est dans le milieu depuis longtemps donc et puis on se connaît bien voilà on se il y avait une vraie connivence, donc voilà, c'était un truc sympa à faire toutes les deux. Euh, et je pouvais tout faire. J'avais la main sur la maquette, j'avais la main. Tout ça sur des choses que je savais faire, donc voilà, ça me posait pas de problème technique. Ouais, Et puis, bah, du la coup, technique. j'avais pas non plus de coûts particuliers là-dessus, donc c'était un avantage. Ouais, Après, bah, j'ai payé pour voilà, la correction. J'ai investi dans des logiciels. Bon, il y a tout un tas de ouais, trucs. Mais je le voyais aussi comme un hobby à l'époque, quand ouais. j'ai commencé. C'était pas quelque chose que je faisais de manière professionnelle pour moi. C'était quelque chose qui était un hobby. J'avais évidemment envie de bien le faire, hein, c'est l'évidence même. Mais voilà, je lançais pas une carrière. Je ne Ouais, moi, il y lançais aurait pas trop une carrière. d'enjeux si je faisais ça Donc pour voilà, il moi. y a Donc, ça ouais. aussi. Tu vois, il faut relativiser. Moi, je faisais ça aussi parce que il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y en avait pas. Hmm. Et quand il y en a, Ouais, c'est ouais. très différent. Oui, non, c'est pas la même, c'est sûr. Voilà, il faut aussi voir ça. Parce que s'il y a des enjeux, ben, ça veut dire que derrière, j'en sais rien, si moi j'avais eu vraiment des enjeux, je pense que j'aurais beaucoup investi dans de la com, de la publicité, de la presse, enfin bref, tout un boulot que je n'ai honnêtement pas fait du tout. Hein, parce que Hmm. j'en avais rien à carrer. Voilà, faut être très honnête là-dessus. Maintenant, c'est sûr que quand ce boulot tu dois le faire, ça représente aussi énormément de dépenses Ah ouais, bah c'est ça, c'est et ça. du Moi, temps. je suis épuisée et ruinée, rien que d'y penser. Donc, Voilà. Et oui, ah oui, non, on faut être très va. honnête là-dessus, quoi. Non, mais Donc voilà. je pense que je le ferai. J'ai notamment sur un recueil de textes courts que dans ce cas-là, je vendrai en festival et sur Internet où là, justement, il y aurait très peu d'enjeux, très peu d'investissement. Et Oui, je pense c'est que ça. Quand ça tu va veux faire venir, des ça. petits Mais projets, sinon, que tu vois, tu euh, veux lancer comme ça, que tu sais que tu peux pas caser en ME de toute façon, et que voilà, c'est un petit truc que tu as envie de faire et que tu as l'occasion de le vendre parce que tu fais souvent des salons. Donc voilà, c'est différent, quoi. Faut l'aborder différemment. euh, oui, non, non, complètement. Ouais. Allez, une petite dernière question pour la route. Je voudrais que tu... Alors, il y en aura deux, parce qu'après, en dernier, je veux que tu nous fasses la pub de ton dernier bouquin qui sort, tout ça. Mais avant Ah, je peux ça... pas. Je peux.
Je peux Non, pas sur le dernier qui sort. non, non, alors, pas sur le dernier qui sort, mais sur le dernier qui est sorti. Le dernier dont tu peux D'accord, parler, merde, tu nous c'est feras lequel? ça. Mais quel a été ton projet préféré? Sur quoi Oh tu la as vache, préféré ça dépend bosser? en quel terme. Ah, c'est celui sur lequel j'ai préféré bosser. Attends, je me retourne parce que j'ai le bouquin derrière. Ah, c'est difficile, hein. Ouais, c'est une question difficile. Euh, je crois que Face au dragon, peut-être, hein, doit être, en tout cas en roman, un de ceux qui s'est fait le plus naturellement et qui m'a apporté le plus de satisfaction en plus au final au niveau des retours des lecteurs. Je parle même pas tant en termes de critique positive. En fait, j'ai écrit le roman que moi j'aurais voulu lire quand j'avais entre, je sais pas, 15, 18, 25 ans. Mhm. Et j'ai eu des retours qui allaient dans ce sens-là, qui m'ont dit merci. Donc ça fait toujours, c'était des retours vraiment très, très, très touchants. Et c'est un bouquin qui s'est fait un peu en impro total. J'avais un copain qui faisait NaNoWriMo. Donc pour ceux Oui. qui connaissent pas, c'est le National Novel Writing Month. Donc l'idée, c'est d'écrire un roman, donc dans les faits plutôt une novella en un mois. J'avais un copain qui faisait ça parce que lui, il avait tendance à procrastiner et il me dit ouais, est-ce que tu veux faire ça avec moi? Et alors moi, les défis d'écriture, c'est juste pas possible pour moi et je commence à lui dire, on me gonfle. Et bon, allez, écoute, pour te faire plaisir, je commence avec toi, mais enfin bon, si je fais autre chose, si ça commence à me gonfler, j'arrête, je te préviens, j'arrête. Et en fait, Face au dragon est né de ça. Ah, Je me suis dit, j'ai jamais fait de bouquin young adult, je vais me lancer, je vais me lancer. J'avais une vague idée qui était c'était un chevalier en haut d'une falaise qui attendait vainement un dragon qui n'arrivait jamais. J'avais cette idée-là. Et le roman s'est articulé autour de ça, a été écrit complètement en impro. Et petit à petit, j'ai commencé à bien aimer ce que je faisais et à vouloir le développer. Et ça a donné Face au dragon, qui était édité aux éditions Projet Silex. Et et ça a qui est été vraiment sorti en très, poche très agréable. récemment, je vous le Et qui dis. est sorti en poche, au livre de poche récemment, ouais. Et, donc, ouais, celui-là a été vraiment très, très agréable à écrire. Sinon, en BD, peut-être Dragon. Enfin, j'ai encore une histoire de dragon, mais en général, je suis même pas spécialement fan de dragon. Il va se trouver que c'est. Ouais, ce serait peut-être soit Dragon et Poison ou Versipel, qui sont tous deux de la fantaisie. Un qui est de la fantaisie, le premier qui est de la fantaisie plutôt humoristique et l'autre c'est un conte horrifique. Mais c'est des livres que je peux écrire de manière très, très naturelle. C'est et contrairement aux biographies où j'aime en faire parce que enfin j'aime en avoir écrit des biographies, j'aime pas forcément les écrire justement parce qu'il y a des histoires de Ah, recherche et tout ça et oui. c'est beau ça limite beaucoup l'improvisation qu'on peut avoir au niveau de l'écriture ouais c'était des livres qui étaient vraiment très 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 agréables à écrire. Sinon un dont je suis vraiment fière, alors pour le coup qui a vraiment pas été agréable à écrire mais dont je suis vraiment très fière, c'est L'Esprit critique, Ah oui. qui est en bande dessinée, la vulgarisation sur non seulement la pensée scientifique, mais aussi et surtout comment appliquer, parce qu'on voit toujours des trucs sur les biais cognitifs, les sophismes, les choses comme ça. Et puis bah, on est informé de ça, et puis voilà, démerdez-vous. Ou alors il y a des débunkages derrière, bon, qui sont intéressants, hein, au moins intellectuellement, mais voilà. Et moi, je voulais dire que, enfin, voilà, est-ce qu'on peut appliquer ça à la vie et la subjectivité de la vie? Est-ce qu'on peut appliquer ça en ayant, par exemple, en étant croyant, en étant religieux? Est-ce qu'on peut appliquer ça en étant militant, politique, ou simplement dans la vie, exprimer des opinions subjectives, mais avec bonne foi et en les basant sur des faits? Sur quoi je clame un grand oui, on peut. Et je trouve ça, c'est surtout ça qui est intéressant dans le fait d'essayer de développer son esprit critique plutôt que de développer. Enfin, voilà, plutôt que l'intérêt purement intellectuel. Et ce livre, j'en suis vraiment extrêmement fière. Bon, par contre, je ne peux pas dire qu'il a été agréable à écrire. Oui, Il parce y a que un du coup, travail de là, synthèse absolument dingo dedans. ouais, là, il y a dû y avoir de la recherche et. Ah bah alors les recherches, elles étaient... Ouais, les recherches, parce qu'en plus c'est un bouquin qui est vraiment dense, dense, il y a plusieurs thématiques dedans. Le travail de synthèse était énorme, bon, ça je le savais avant même de le commencer, mais j'étais sur les rotules quand j'ai fini ce bouquin, j'ai plus jamais je finis un bouquin dans cet état-là, mais j'en suis vraiment, vraiment très, très fière. Oui, et il y a de quoi. Il est assez incroyable, hein. Je pense qu'on Ouais, peut le merci. recommander. Honnêtement, oui, oui, allez. Si vous avez une bonne bibliothèque, j'espère qu'ils l'ont, parce que franchement, je sais que. Ma bibliothèque, là, c'est une bonne bibliothèque. Eh. Donc voilà, félicitations à ma bibliothèque, ok, voilà. Hommage.
dommage. Et c'est un de mes premiers bouquins qui s'est bien vendu. Tu vois, c'est pas un best-seller, mais qui s'est bien vendu. Ouais, j'étais contente, tu vois. Il y avait, Ouais, c'est que c'est c'est, mérité là quand même. il aurait pu mieux se vendre, mais c'est bien vendu. J'étais contente. Ouais, c'est mérité, c'est bien. Écoute, ouf. Allez, et du coup, on va finir avec. Bah, tu vas nous faire une petite pub pour le dernier bouquin sorti dont tu peux Je nous sais plus parler. quel est le bouquin, quel est le dernier qui est sorti. Quel Je est le crois dernier que qui le est dernier. sorti? Là, ça, je suis en train de, ouais, attends, je l'ai pas en revue. Là, je regarde s'il y a au Attends, bord parce des que anthologies. J'étais Je dans- crois que Babelio nous le dit. Je crois que le dernier. Ça doit euh, être les choses sérieuses. Attends, Non, je l'avais vu. il dit quoi, Babelio? C'était peut-être pas Babelio. Attends, Et je crois que c'est les choses sérieuses, le dernier qui est sorti. je fais. De toute façon, je peux parler de celui-là, mais Je fais une recherche. Oui, c'est qu'en plus on si se je me perd, gourre, si je on me se gourre, je vais me faire perd engueuler. dans Donc, on se perd complètement dans le calendrier, parce que il y a un tel délai entre Mais c'est ça, moi j'ai des trucs qui sortent plus tôt que des trucs ce que qui j'avais écrit sort. pourtant après, et enfin, enfin, que j'ai plutôt écrit avant. Et c'est, genre, je pense que la dernière, ça doit être Les choses sérieuses aux éditions Steinkiss avec Mauriane Mazar au dessin. Alors pour le coup, c'est une bio, mais de mise en scène de manière vraiment très graphique. C'est l'histoire de Jean Cocteau et Jean Marais pendant l'occupation. En fait, c'est dans la collection Dryade, qui est une collection donc des éditions Steinkiss qui parle de couples célèbres, mais pas de manière people en fait, qui montre la manière dont le personnel et le professionnel se mêlent pour, notamment dans des couples d'artistes, mais des fois c'est des politiques, des chercheurs ou autres. Et là, pour moi, c'était vraiment. Il y avait une liste de couples, on pouvait en proposer d'autres, mais c'est l'éditrice qui est venue me voir pour en proposer. C'était une commande à la base. Et dans la liste de couples, il y avait Cocteau Marais, et moi j'ai tout de suite sauté dessus parce que c'est deux artistes que j'adore. Voilà. Il y avait énormément d'axes possibles pour parler de Cocteau et Marais, parce que si tu Mhm. prends leur vie, en fait, c'est tout le XXe siècle. Et je trouvais que parler des artistes parisiens pendant l'occupation, c'était vraiment intéressant. Ça avait des gros échos avec notre situation actuelle où tu vois la montée d'antisémitisme très toléré dans la presse. Où c'est là où on peut critiquer, mais bon, c'est là, quoi. Mm. Et toute proportion gardée, je pense qu'il y a un certain parallèle avec la montée de l'islamophobie actuelle. Et notamment, ça parlait aussi beaucoup de la responsabilité artiste, à quel point l'art peut être neutre. Moi, ce à quoi je réponds, il peut pas. Enfin, il peut être neutre, mais dans ce cas-là, il défend le consensus. On aimerait que ce soit pas le cas, hein, C'est ça, il peut mais on être neutre, aimerait mais pouvoir c'est un se choix dire, de l'être. C'est un choix. c'est un choix de Ouais. l'être, et c'est par défaut, même si c'est pas ce que tu veux, si tu ne t'engages pas contre le consensus, tu contribues au consensus. Enfin, en fait, c'est malheureux. Je suis la première à le déplorer, mais voilà. Cocteau, il a une attitude extrêmement ambiguë pendant l'occupation. Il n'a pas été collabo, mais pour lui, c'était les artistes avant tout. C'est pour ça que ça s'appelle Les choses sérieuses, c'est ses propres mots. Il disait qu'il ne fallait pas se laisser distraire des choses sérieuses par la futilité de la guerre. Ce qui peut paraître une jolie phrase comme ça, et qui est totalement indécent. Et ça l'a pas empêché. En plus, c'est ce qui était assez marrant, c'est que Cocteau était quelqu'un de profondément antiraciste. Il était gay, mais lui, c'était l'art avant tout. Il a défendu des artistes qui étaient des nazis déclarés, mais juste parce il aimait ce qu'ils faisaient. Il n'a pas dit c'est bien le nazisme, hein, mais l'important, c'était des grands artistes, et il faut séparer Ouais. l'œuvre de l'artiste, comme on dit. Il n'a pas dit ça, hein, mais c'était clairement ça. Et ça l'a conduit à une complaisance vraiment plus que limite, quoi. Ouais. Donc c'était très loin d'être le pire. Enfin, voilà, encore une fois, c'était pas un collabo. Mais je trouve que ces questions sont encore un peu évitées. Les livres, en tout cas de vulgarisation que j'ai pu voir sur l'attitude des artistes français pendant l'occupation, les deux plus gros livres sur ce sujet sont des livres qui ont été écrits par des Américains. D'accord. Et il y en a un de ceux que j'ai lu où j'avais vu une critique où le gars disait que il était totalement à charge, notamment vis-à-vis de Sartre et tout ça. Je l'ai lu super pas, quoi. Ah ouais. Super pas. Il est pas du tout à charge, mais je pense il y a il y a un côté très défensif encore Mm. dans la manière dont, en tant que Français, on reçoit les éléments factuels ou les critiques sur cette époque. Donc je trouvais que ça faisait écho à plein de problèmes actuels.
Et je trouvais ça vraiment très intéressant. Et la couve est Et très voilà. belle. La couve est très La belle, couve est mais très belle. l'illustratrice c'est top. Elle a tout un tas de choix de palettes qui rappellent parfois le style de Cocteau, avec parfois des choses très expressionnistes. Puis on a intercalé des coupures de presse pour montrer que, enfin, ce couple qui vit presque par-dessus, en fait, enfin, ou en marge de l'histoire, l'histoire qui continue, et eux, ils vivent leur vie. Marais était moins ambigu que Cocteau, hein. Marais a voulu s'engager, mais il a été ambigu sur certaines petites choses aussi. Marais, quand la guerre arrive, il vient de lancer sa carrière, donc c'est quelqu'un qui, il y a un vécu qui explique ça, mais il le dit lui-même, sa première pensée quand la guerre arrive, il dit non, non, sans déconner, pas maintenant, laissez-moi d'abord faire mon film. Il le raconte lui-même après en disant qu'il en a eu honte, mais il a carrément prié, lui qui était même pas spécial, enfin qui n'était pas plus croyant que ça, il a carrément prié pour, s'il vous plaît, butez-vous les uns les autres, allez-y, mais plus tard, laissez-moi faire d'abord mon film. Alors il y a un contexte, hein, il avait une certaine histoire qui faisait voilà, que ça expliquait ça, mais c'est dingo. Ah bon, après lui par contre, il a voulu rester, il a tabassé un écrivain, enfin journaliste collabo. Il l'a tabassé. L'histoire est connue, mais on a l'impression qu'il il lui a filé un pain. Non, il l'a défoncé. Il a vraiment explosé la gueule. Le gars, ça aurait pu vraiment très mal se terminer. Donc Marais était un peu plus dans la cogne, on va dire quand même. Un peu plus sanguin. Voilà. Voilà. Bon, en Mais tout cas, voilà, je oui, trouvais ça allez-y, intéressant. jetez un œil à ce bouquin-là quand vous le trouvez sur les étagères parce que il est plein de choses intéressantes et en plus de ça, il est beau. Donc Il est beau, il je donne suis vraiment d'accord. envie d'être ouvert et je pense que ça c'est quand même super important quand on vend un bouquin. Donc, Pour avoir eu beaucoup de bouquins ruinés par des couvertures mal foutues, oh là là je là confirme. là. Alors ça c'est l'angoisse de tous les auteurs, je crois, mon Ah Dieu. ouais, enfin, je dis beaucoup, ça a dû m'arriver 3 fois, mais je veux dire, ça suffit pour que ça marque, quoi. Voilà, toute notre sympathie aux gens qui ont des couves qu'ils n'aiment pas, parce que ça c'est terrible, c'est terrible. Et puis surtout qu'il y en a eu une notamment où on s'était battu même nous, parce que moi enfin, en général je dis trop rien parce que j'ai pas tellement une bonne vision là-dessus, mais là la dessinatrice et moi-même on était là, non c'est pas bon, ça vend pas le bon bouquin, ça vend pas le bon bouquin, vous êtes sûr? Ah non, si. Et puis bah 100% des retours nous ont dit que ça vendait pas le bon bouquin, et on Ah sait là qu'il y a des là. gens qui l'ont pas acheté à cause de ça, donc Ah voilà. là 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 là. Bon, là, écoute, là c'est pas le cas. La couve est magnifique, ça donne très Ouais, envie. non, elle est top. Et je pense que ça fait passer le bon message. Donc, donc là, je pense qu'on est bon. Je te souhaite d'en vendre des milliards. Des milliards. Ah, mais je pense pas qu'on ira jusque-là, mais il y a déjà une réimpression, donc c'est bon. C'est Ça génial. a pas l'air de trop mal se passer. Écoute, c'est une bonne nouvelle. On croise les doigts pour que ça continue comme ça. Plein de bonnes chances également pour la nouvelle sortie secrète dont on ne peut pas parler, Ouais, mais qu'on on attend. parlera bientôt. Qu'on l'attend pour quand? Est-ce qu'on peut dire une date quand même? On peut ou pas? Alors, attends pour la rentrée littéraire, mais ce sera sous Allez. pseudo, donc vous saurez qu'après que c'est moi. Ah C'est pour là ça que là. je peux pas en parler. Mais est-ce qu'on le saura? Est-ce qu'on le saura quand même? Oui, on le saura. D'accord. On le saura. C'est Ah, prévu. alors guettez, hein, guettez des étagères en septembre, et puis balancer comme ça des trucs. Ah, alors c'est celui-là, est-ce que c'est celui-là et tout? Faut lancer un concours, hein. Ouais. Bon, ben super. Écoute, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir papoté pendant tout ce temps-là, d'avoir répondu à mes questions. Eh C'était ben, vraiment merci à toi de m'avoir super. invité. Et écoute, bon courage et bonne chance pour la suite. Eh ben, merci beaucoup. Et Plein de puis, bah, bonnes j'espère que ça choses. vous a intéressé, tout ça. Et écoute, moi oui déjà, donc Ah bah, c'est déjà voilà. ça, écoutez. Je pense que c'est déjà bien, c'est une bonne base. Et puis à l'occasion, écoute, peut-être on se refera quelque chose. En tout cas, bonne Eh ben, avec grand continuation, plaisir. bon courage, plein de projets géniaux et tout ce qu'on peut souhaiter à un auteur et une scénariste et voilà tout ça. Tout et plus. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Et en attendant, bah déjà, bonne fin de semaine. On va commencer comme ça. Bonne fin de semaine à tous. Au revoir et plein de bisous tout le monde. Au revoir, les bisous. Passez une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.